retrouver ce soir encore, mesdames et messieurs, pour une autre édition de Le Grand Soir sur votre chaîne de télévision. Au troisième jour après la proclamation officielle des résultats de la présidentielle du 12 octobre dernier, nous avons décidé de consacrer toute cette semaine à la lecture, relecture, décryptage des résultats issus des urnes et rendus publics par le Conseil constitutionnel justement. Et ce soir, on va s'intéresser au score réalisé par le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le président Paul Biya, réélu avec 53,66%. Et la question qui sera posée à nos invités sur le plateau et à vous qui nous regardez à travers le monde sur le code d'accès que vous maîtrisez, mais également la plateforme Facebook de Grand Soir sur Info TV Cameroun. Que reflète ce score de 53,66% de Paul Biya par rapport à la dernière élection, celle de 2018, par rapport à l'implantation, dit-on, nationale du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, à la masse des militants de cette formation politique, à 7 ans de mise en place d'une vision, d'un programme décliné en 2018. Que reflète finalement ce score? Est-ce également la forte pénétration, entre guillemets, de l'opposition? On le verra avec nos invités. Accueillons comme cela se doit Maître Ngou Divine Achou. Il est médiateur et conciliateur accrédité, expert criminel, membre de la société civile, notamment de l'organisation intégrée pour la défense des droits humains. Il est par ailleurs, on va le dire également, secrétaire général national de la jeunesse patriotique du Cameroun, GEPCAM. Maître, bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Jean-Jacques Zé. C'est un plaisir. Je remercie tous les panélistes, je remercie tous les téléspectateurs. Je remercie le manager de Info TV. Je réintéresse. J'étais déjà ici, mais j'ai fait une émission à mon langue de Queen Elizabeth, langue anglais. Vous allez essayer autre chose. Et je vous dis, je suis très content et vraiment, je remercie tous les panélistes ici et je vois qu'on sera objectif et on va chercher à éduquer des téléspectateurs. C'est très important et on vous salue pour les efforts que vous allez faire de participer à l'émission sous cette fois-ci la langue de Molière. Merci beaucoup, oui, merci beaucoup. On salue votre bilinguisme. Non, merci beaucoup et vraiment je vais donner ce que je connais dans moi et je serai objectif. D'accord. Vous étiez sur le terrain, on va voir quelques images. Vous avez décidé de descendre sur le terrain pour parler de paix aux citoyens camerounais. Vous étiez, là c'est... Oui, c'était à Douala. C'est Douala. Oui, vous voyez, la paix n'a pas le prix. Oui. Et quand il y a la paix, tout le monde peut prendre ses occupations journalières. Et quand il y a la paix, vraiment, tout est mort. Le développement vient. Oui. Et je veux vous dire, quand je suis arrivé à Douala, j'ai trouvé, parce que les gens qu'on devait toucher, il y a les citoyens lambda qui sont en route, il y a les motomans, il y a les mamans qui font les petits commerces au bord de la route, parce que c'est ces gens-là que je suis parti, ils ont subi. Je suis parti les dire que vous avez des enfants, vous avez des frères. Pardon, parlez, parce que la paix, parce que quand on proclame les élections, quand on a proclamé les élections, c'est une instance juridique, c'est une histoire de droit. Il ne faut pas que les gens vous trompent dans les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux met les gens en difficulté. Ceux qui croient aux réseaux sociaux, le réseau social est très important. Mais il y a les alertes, les alerteurs des mal. Les lanceurs d'alerte. Oui, qui veulent déstabiliser le Cameroun. Vous voyez, le Cameroun, c'est un pays que quand j'ai voyagé, beaucoup des gens disent que le Cameroun is the best. Cameroun est bien. Parce que dans les temps, quand on parle de la paix, c'est le Cameroun qui est un bon exemple. Oui. Et quand je suis parti là-bas, j'ai sensibilisé, même les gens qui vendaient en route, je les ai parlé, j'ai parlé à tout le monde. Je les ai dit la paix, on ne paye pas la paix avec l'argent parce que le pays nous appartient. Il ne faut pas détruire ce que ça t'appartient. Vous allez détruire un immeuble. C'est pour, pour nous tous. Parce que vous êtes un Camerounais, vous n'êtes pas quelqu'un d'un autre pays. Donc je les ai priés qu'on veille pour que la paix règne. Il ne faut pas que les gens de mauvaise foi viennent vous contaminer avec l'esprit de violence. Le violence n'a jamais sur vous de tirer cet acte-là, ces dépliants que vous avez distribués aux uns et aux autres. Et qu'est-ce que les gens, qu'est-ce qu'ils vous disaient, ces gens-là? Non, ils m'ont dit que vraiment vous avez raison. Que je les ai dit que je suis venu parce que je suis un avocat de la paix. Je suis un activiste de la paix. Je les ai dit que vraiment, il faut qu'on accepte les verdicts électoraux. C'est que ça va venir. Il ne faut pas, parce que vous voyez, le Cameroun, c'est un état de droit. Le Cameroun,
à ses acquis, même si vous êtes contre le gouvernement. Mais vraiment, on ne détruit pas ces acquis. On a déjà souffert pour les avoir. Oui, parce que ça vous appartient. Ça n'appartient pas à un étranger. Si vous détruisez, c'est pour vous-même. Vous détruisez votre avenir. Et c'est ce que je les ai dit. Et là, vous étiez sous votre casquette de médiateur oui. et de conciliateur à accréditer. Douala seulement, votre opération? Non, même ici, j'ai fait ici à Yaoundé. J'étais vers Chinga, oui. J'étais vers Obili. Je suis parti dans les zones que les gens sont, disons, c'est facile de manipuler. Je suis parti à Chinga, je suis parti à Obili, je suis parti à Vombi, je suis parti au Pau Central, je suis parti à la Brique. Je les ai dit que vous êtes, nous tous, on est les frères. Vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs, vous êtes mes parents. J'ai fait une sensibilisation de porte à porte. Parce que c'est quand vous êtes là, il faut que, parce que c'est les parents. Si les parents ne contrôlent pas les enfants, parce que vous ne pouvez pas avoir un étranger chez vous. Vous ne demandez pas à un enfant que c'est qui là-bas. Donc, je les ai expliqué comment l'avantage, que quand vous êtes en sécurité, vous voyez, j'ai vu beaucoup de femmes, même des septuagénaires, ils m'ont dit que vraiment, ce que vous faites, c'est bien. Les gens nous ont mis les alertes. On venait comme ça, il y a les motos qui passaient pour dire vivement, vivement. Je n'écoutez pas ça. C'est les gens qui veulent déstabiliser le pays. Merci beaucoup pour cette très belle opération sur le terrain. Merci. Ce porte-à-porte à la rencontre des Camerounais, échanger sur la notion et l'importance de la paix, leur remettre justement cet acte qui ne parle que de paix et paix et paix. On a vu quelques exemplaires. Merci. Votre initiative personnelle, parce que chaque Camerounais devrait s'impliquer et s'engager pour obtenir la paix. Révérend Emmanuel Mpako, vous appréciez certainement cette initiative. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques, merci pour cette nouvelle invitation. Je dis bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent de par le monde et bonsoir à mes copanélistes. Effectivement, je suis heureux d'être ici ce soir pour pouvoir discuter du sujet que tu as déjà présenté. Et sans trop m'étendre de mon premier propos, je voudrais simplement dire que la parole de maître est justement la bienvenue, celle de dire qu'il faut préserver les acquis. Rien ne sert de détruire ce que nous avons déjà bâti. Parce que lorsque nous détruisons, eh bien, nous allons devoir reconstruire. Et nous allons devoir dépenser encore de l'argent, de l'énergie et du temps pour refaire ce qu'on avait déjà au lieu d'ajouter à ce que nous avons. Et là, il y a les droits de l'homme qui sont évoqués aussi. On a vu des exactions, des atteintes à l'intégrité des êtres humains, que ce soit des civils ou même des hommes en tenue. À Douala, relative à Kalmi, on vient d'avoir un coup de fil d'un prêtre qui nous appelle et qui nous raconte toutes ces difficultés. Il doit partir de PK14 pour sa pastorale. Et entre PK14 et l'aéroport, toutes les stations ont été brûlées. Et le prêtre a besoin de carburant, on le dit, il faut aller à Total, peut-être, de Koti, pour espérer avoir un peu de carburant. Et là où il a trouvé un peu de carburant, pour 10 litres, on lui demande 20 000 francs. Il y a beaucoup d'autres activités qui naissent autour de ce qui constitue notre malheur aujourd'hui, de vivre ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de courage, Père Ignace, mais qui doit aller à la rencontre de ses ouailles. Il faut du carburant, mais les stations ont malheureusement été saccagées au passage. Ça fait plusieurs. Lorsqu'on prend un peu cette linéaire-là entre PK14 et l'aéroport, ça fait beaucoup de stations qui ont été consumées de ce côté, y compris nos amis de McGill qui réalisent des travaux sur la pénétrante Est, qui ont tout perdu. Véhicules de fonction, engins, totalement tout a été brûlé. Et naturellement, la pénétrante Est va devoir encore attendre peut-être de nouveaux financements. Et celui qui va payer le lourd tribut, malheureusement, c'est le contribuable. C'est encore le... Et pendant que nous nous plaignons déjà du mal-être, pendant que nous nous plaignons du manque d'emploi et autres, ceux déjà qui étaient occupés et qui parvenaient à nourrir leur famille par l'occupation qu'ils avaient, plusieurs vont se retrouver au chômage, si c'est au chômage technique, du fait de ne pas pouvoir vaquer à leurs occupations habituelles, parce que le bureau d'emploi ne peut plus les accueillir pendant un certain temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire des bouches qu'ils avaient à nourrir entre-temps? Pourquoi vont-ils se retrouver être les victimes? C'est vrai qu'il y a toujours les victimes collatéraux, mais nous pensons que autant nous disons que nous avons la liberté d'expression,
autant de raisons que nous pouvons tous manifester ce que nous souhaitons d'ailleurs tous, parce que ce n'est pas vrai, dans une certaine mesure. Mais manifester, oui, mais pacifiquement. Pacifiquement. Est-ce qu'on a besoin de détruire pour dire son mécontentement? Est-ce qu'on a besoin de casser pour dire son mécontentement? Quand on va piller les boutiques de ceux qui ont investi pour pouvoir faire dans l'économie, et pendant qu'ils le font, ils nourrissent et permettent à plusieurs d'entre nous d'entretenir leur famille. Qui dit un travailleur au Cameroun dit plusieurs bouches que je ne veux pas commencer à énumérer ici. Alors est-ce qu'on pense à tout ça? Et puis il y a d'autres victimes qui sont encore plus graves, c'est-à-dire que les décès, ceux qui perdent leur vie. Ben, je pense que il y a vraiment lieu d'appeler à l'apaisement. On ne peut pas empêcher à ceux qui sont mécontents de manifester, de manifester leur mécontentement, mais est-ce que dire leur mécontentement veut dire détruire? D'accord, merci révérend Emmanuel Mpako d'être venu sur ce plateau. Merci également au maître qui est allé à la rencontre de ces dames au bord de la route qui ont vu leurs étals utilisés comme bois de chauffe pour... et je voulais aussi tout casser pratiquement que la destruction, c'est une infraction pénale. La destruction. C'est une infraction pénale et c'est doublé. Je veux dire à ceux qu'on envoie en route, que quand vous détruisez un immeuble ou une installation, comme les stations qu'ils ont détruites, la peine c'est de 2 ans à 10 ans. On peut le dire aussi en anglais. N'hésitez pas, lorsque l'anglais s'impose, accueillez-le. Ça ne va pas totalement. J'ai le docteur Stéphane Zanga, vous êtes politique, spécialiste des politiques publiques. Bonsoir, c'est un plaisir de vous avoir ce soir. Bonsoir Jean-Jacques, merci. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir à mes copanélistes et merci pour l'invitation. Je suis un fidèle téléspectateur de ce programme. Et cette fois-ci, vous êtes un acteur, très attendu d'ailleurs, parce que ceux qui m'ont proposé votre contact ont dit c'est du bon. C'est un honneur. Merci beaucoup, docteur, d'être là. On présente les habitués de ce plateau. Sa Majesté Patrick Ondondo, homme politique, membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Majesté, bonsoir et bienvenue. Merci, M. Jean-Jacques. Bonsoir, merci de m'avoir invité, donc d'avoir invité le parti que je représente. Je dis bonsoir à mes companélistes, d'abord Mpako, ensuite le docteur Divine et M. Stéphane Zanga. C'est Stéphane Zanga. Oui, voilà. Stéphane Zanga. Et en attendant que vous présentiez, c'est vous le présenter. Je peux présenter, c'est Timothée Essomba Bena, qui est un brillant journaliste. Et je me réjouis que sur le plateau, il y ait, n'est-ce pas, de brillantes personnes. Et c'est un plateau vraiment relevé. Et je crois que tout le monde est venu parler de paix, surtout moi. Je crois que... Et tout à l'heure, on est entré par une porte, celle ouverte par Maître Good Divine, qui est descendu, lui, sur le terrain pour parler de paix. Non, c'est des actions comme ça qui sont porteuses. Lorsque le contexte qui est actuellement le nôtre est perturbé par les violences urbaines, c'est beaucoup plus les violences urbaines, il faut que tous les hommes d'opinion, les leaders d'opinion, les journalistes que vous êtes, les pasteurs, on en a ici, les politistes, que tous les hommes, les leaders d'opinion puissent, n'est-ce pas, utiliser un même langage. Nous n'avons pas le droit de nous débiner. Nous devons, en tant qu'intellectuels, prendre nos responsabilités et parler dans le sens, n'est-ce pas, d'éclairer l'opinion publique, d'éclairer nos jeunes frères, d'éclairer, n'est-ce pas, tous ceux qui sont, ont des esprits qui ne sont pas surtout disciplinés, parce qu'en réalité, lorsque, quelqu'un l'a dit, lorsque on organise une marche, on peut faire une marche sans casser, vous comprenez? C'est beaucoup plus les casseurs, c'est ça qui fait que la violence s'installe, n'est-ce pas, en milieu urbain. Beaucoup plus les casseurs, beaucoup plus les bandits, qui profitent donc, n'est-ce pas, du fait que une marche est faite et pour s'engouffrer et faire tous les actes de vandalisme que nous sommes en train de voir. Et c'est pour cela que ceux qui organisent même là, il faut se désolidariser de ce genre de choses parce que ça détruit même ce qu'ils font. Oui, ça détruit même ce qu'ils font. C'est-à-dire que donc ça détruit beaucoup de choses. Donc c'est la raison pour laquelle nous devons, n'est-ce pas, faire chorus, parler, n'est-ce pas, dans le sens, n'est-ce pas, de l'organisation, dans le sens de la discipline, dans le sens du développement de notre pays, dans le sens du développement et de la liberté, parce que il faut le phénomène de la liberté. Lorsque nous entrons en démocratie, il faut laisser, n'est-ce pas, les Camerounais libres de s'exprimer.
lorsque les Camerounais se sont exprimés comme c'était le cas, et que la majorité s'est exprimée, n'est-ce pas, en faveur du président Paul Biya, il faut laisser que la majorité qui l'a emporté, donc, puisse tranquillement, effectivement, travailler avec ceux qui ne l'ont pas emporté. Parce qu'en réalité, c'est ça un pays. Le élu est le président de tous les Camerounais. Le président élu est le président de tous les Camerounais. Voilà. Celui qui n'est pas élu, il doit s'associer, n'est-ce pas? Il doit s'associer au reste de la nation, au président élu, pour travailler pour le bien du Cameroun. Vous comprenez? D'accord, voilà. Simplement. Timothée Somba, bonsoir. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à nos millions de téléspectateurs. Ma fraternité chaleureuse exprimée à mes copanélistes. Je suis content d'avoir été associé à cette agape intellectuelle vespérale et je me fais solidaire des appels à la paix de tous les Camerounais qui ont décidé de la sacraliser. Je suis contre toute forme de violence, qu'elle soit physique ou morale. Mais il est bon aussi de noter que si nous en sommes là aujourd'hui, c'est la conséquence de plusieurs facteurs. Parce que nous le disons souvent, le Cameroun est dans une paix précaire. Si je m'en tiens à la distinction effectuée par un chercheur en matière de paix, je vais citer ici Johan Galtung, qui a distingué deux formes de paix, la paix négative et la paix positive. Il estime dans ses travaux que la paix négative est la situation dans laquelle il y a absence de violence physique, mais où il y a ce que je peux qualifier de frustration et de violence morale, qui font donc que la situation devient comme un volcan endormi, qui peut entrer en ébullition à tout moment. Il est impérieux qu'aujourd'hui que l'élection est passée, la page est tournée, en m'adossant sur le message du chef de l'État, que les Camerounais comprennent que peu importe nos divergences politiques, le plus important, ce qui doit rester après tout, c'est le Cameroun que nous voulons léguer à nos enfants. Nous devons donc faire chorus pour que nos divergences politiques, nos poncifs, n'emportent pas la seule chose qui est importante pour nous. Je vais citer ici une phrase de l'hymne national, le berceau de nos ancêtres. Eux, ils ont tout donné pour que nous soyons là aujourd'hui. Nous aussi, nous devons préserver cet héritage que nous allons léguer à nos enfants. La politique politicienne ne doit pas être l'enfer qui brûle le Cameroun. D'accord, merci beaucoup Timothée. Bonsoir Jean-Jacques Zé à ton plateau. Maître Foipon, bonsoir maître. Depuis Mbambou, Sokapalme, chacun va rendre compte. Tous on veut le changement, mais c'est pas dans la casse des biens et les appels à la violence par nos frères de la diaspora. Merci et bonne émission. Il met un accent sur ces appels qui viennent de la diaspora. Bonsoir. Nous tous, nous avons besoin de paix et c'est très important, la paix pour la stabilité et l'équilibre des familles. Mais ça serait aussi malhonnête de ne pas profiter de ces circonstances pour dénoncer les personnes qui sont les principaux responsables de ce désastre qui sont nos gouvernants et plusieurs fonctionnaires véreux, surtout du côté foncier. Moi et ma famille qui parlent, nous sommes des victimes des abus très graves du côté de l'Ouest, plus particulièrement à Banjoun, et tout ça avec la complicité des autorités et des délégués. Fono depuis Sambelima qui dit que d'accord, on est tous pour la paix, tout le monde condamne la casse, mais il ne faut pas oublier qu'il y a des problèmes au Cameroun, notamment ce volet foncier. Et là, j'aime bien penser à l'aîné Anani Radié Bindi qui disait que la prochaine guerre risque d'être une guerre foncière. Que les affaires de terrain, si on les néglige, ça peut être une véritable bombe. Bonsoir Jean-Jacques Zé, excuse-moi, mais je t'ai connu ici à Douala, sur Canal 2, voilà, je ne sais pas trop. Où est ta question sur cette affaire-là? Nous n'y sommes plus. Alors, tu étais rationnel, oui, maintenant je suis irrationnel, apparemment. Dans ces analyses, vous voyez que je n'en fais même pas. Dans tes analyses, je te trouve trop partisan dans tes analyses, au point d'étouffer les panélistes qui n'ont même pas encore parlé. Moi, je ne sais même pas. C'est de quelle émission il s'agit? Celles d'aujourd'hui, qui ne vont pas dans le sens de ton raisonnement pro-RDPC. Tu ferais mieux d'être découragé, d'être impartial, afin de ne pas décourager les téléspectateurs, à ignorer tes émissions. Bonne soirée, État, mais depuis bon appris mon frère, il faut rester fidèle dans tous les cas. C'est vous qui regardez, donc on n'entrera pas dans un débat. Bonsoir à tout le panel. La paix n'est pas qu'un vain mot. Pourquoi les jeunes voyagent tous les jours? Pourtant, ils sont dans un pays de paix. N'oublions pas
qu'un ventre affamé n'a point d'oreille. Je le depuis Douala, non, un ventre affamé a les oreilles. Là, je vais être partisan. Un ventre affamé a des oreilles. Écoute bien. Écoute bien. Parfois, écoute mal, mais écoute. Bonsoir Jean-Jacques Zé. La paix, shalom, ne signifie pas absence de guerre. On l'a défini ici. Mais l'absence de guerre est un fondement de la paix. Le shalom est un état de paix, de sérénité, de quiétude, de tranquillité. La paix est dans le fondement sur lequel toutes les bénédictions se reposent. Maître William Minjom qui envoie ce message-là, ouais, que l'émission a commencé même sans coup d'envoi. Hein. sans coup d'envoi. Bon, on revient au coup d'envoi. Le coup d'envoi nous fait parler justement des chiffres, la lecture des chiffres sortis des urnes que reflète le score 53,66% de Paul Biya au sorti de cette élection présidentielle. Docteur Zanga, quelle est la lecture que vous faites de ces chiffres? 53% pour le président qui était candidat sortant et qui est réélu. C'est un résultat à célébrer? Ce résultat peut être à célébrer parce qu'il confère une majorité absolue qui donne la victoire au candidat Paul Biya. Mais s'il faut le comparer aux performances précédentes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais pour ce qui est de l'élection présidentielle, c'est un résultat, je dirais pas au rabais, mais en baisse. Il traduit une réalité. Cela signifie simplement que le RDPC a perdu, ou alors si vous voulez le président Paul Biya, président national, candidat naturel de cette formation politique à l'élection présidentielle, a perdu une bonne partie du soutien de sa base en fait électorale. C'est une base qui s'est érodée. Elle traduit également que certaines alliances en 2025 qui se sont effritées ont eu un impact considérable sur ce résultat. Avec le départ, par exemple, du départ de Issa Tiroma, Bello Bouba, s'il fallait donc mesurer leur apport dans les victoires du RDPC en 2025, on a bien vu que le départ de ces deux, de l'alliance avec le RDPC, a porté un sérieux coup à cette formation politique. Ce résultat traduit aussi, je vais peut-être vous surprendre, la très forte organisation de l'opposition qui a su s'organiser autour d'un candidat et lui a conféré un score, je dirais, honorable. Parce que généralement, les poursuivants immédiats du président Paul Biya viennent souvent très loin après lui. Mais là, c'est un peu serré. S'il faut aller dans les régions, vous verrez que dans des viviers électoraux, tels que le Grand Nord, excepté l'extrême nord, où le président vient légèrement, 45 contre 42. 45 contre 42. Au nord, le président perd. Dans la Damawa, le président de la République perd également. Dans le littoral, il perd. Il faut voir avec les chiffres de l'ECAM, il perd lourdement dans le littoral. Il revient dans le socle granitique, qui est sur le sud, l'est, le centre, et le nord-ouest et le sud-ouest. Vous verrez que c'est assez serré. Le RDPC, je pense que on verra peut-être dans les perspectives. Mais voilà la première lecture que je peux faire de ces résultats. Le président élu souffrira ou souffre déjà d'un manque de légitimité. Il y a une très forte proportion de la population. C'est en fonction de quoi? On a quand même 53%, c'est la majorité absolue. C'est la majorité absolue, mais j'analyse les résultats de 2025 par rapport à ceux de 2018. Oui. Et peut-être même par rapport à ceux de 2011 et même de ceux de 2004. Alors, toujours au-dessus de 70%. Oui, toujours au-dessus de 70%. 2018. Et en 2021, il est en deçà de 60%. J'analyse aussi avec le potentiel de 2025, qui était, je pense, de plus de 8 millions d'inscrits, ceux qui étaient appelés à participer au processus électoral, où l'abstention, ceux qui s'abstiennent, l'abstention hors du jeu, ceux qui n'ont pas effectué le déplacement des bureaux de vote est de 42,2%. Ça signifie que dans les 40 et poussières, certainement, certains avaient voté pour le président Paul Biya en 2018 et se sont abstenus de participer au jeu parce que certainement n'ayant pas été séduits par des offres politiques qui avaient été mises en compétition pendant la campagne électorale.
Donc, cette abstention hors du jeu est déjà importante. Ça signifie que, quel que soit celui qui remporte l'élection avec un taux de participation de 50 et poussières, il y a déjà plus de 40% de l'électorat qui ne seront pas d'accord avec sa politique. Il gagne sans ces 40%. Pour eux, les 12 candidats n'étaient pas des hommes indiqués pour diriger le Cameroun, du moins ne portaient pas des projets visant à améliorer les conditions de vie des Camerounais. Ça, c'est l'opinion de ceux qui ont fait de l'abstention hors du jeu. Maintenant, à l'intérieur du jeu, dans les 4 millions et poussières, il y a encore eu de l'abstention. D'autres ont effectué le déplacement des bureaux de vote, mais ont voté blanc, le bulletin blanc, pas celui du RDPC, mais des bulletins nuls. Des bulletins nuls, oui. Ils s'abstiennent dans le jeu, parce il y a une nuance. C'est une manifestation, hein. Venir jusqu'au point de vote, aller voter blanc. Aller voter blanc. C'est un message. C'est-à-dire qu'ils effectuent le déplacement du bureau de vote, mais n'optent ne choisissent aucun des 12 candidats. C'est pourquoi je parle donc de la légitimité qui est déjà remise en question. Mais on a la majorité. On a la majorité. S'il faut sortir du jeu complètement, Jean-Jacques Zé, et voir le potentiel, parce que si le BUCREP pouvait encore nous fournir de bons résultats sur les statistiques démographiques de la population camerounaise en 2025, vous verrez que le potentiel de ceux qui peuvent participer au processus électoral peut être de presque 17 à 18 millions. Oui. 18 millions à 20, je voudrais même aventurer jusqu'à 20 millions. 20 millions de Camerounais pouvaient se prononcer sur le processus électoral. Vous les voyez très nombreux dans les rues. Ils sont en âge de voter, pour la plupart. Mais ne sont pas détenteurs de cartes d'électeurs. Mais manifestent quand même un certain ras-le-bol. Vous verrez donc que, à la réalité, celui qui est élu pratiquement avec 1,5 million ou 2 millions de voix en sa faveur, qui a la majorité absolue et qui est appelé à diriger 35 millions de Camerounais, doit faire montre de beaucoup de tact, doit faire montre d'ouverture, je dirais même à la limite, doit faire montre d'humilité. D'accord, on reviendra sur les perspectives après. Révérend Emmanuel Paco, le chiffre est là, le président Paul Biya est élu avec 53,66% des suffrages valablement exprimés. Quelle est la lecture qu'on fait de ce score du candidat sortant, 40 ans au pouvoir déjà? Oui, Jean-Jacques, je voudrais commencer par remarquer que 2025 a connu d'abord un faux taux d'inscription aux listes électorales par rapport à 2018, les années antérieures. Ça veut dire que les années antérieures, nous avons le candidat élu, le président élu a eu des suffrages au-dessus de 70%, mais avec un taux de participation faible par rapport à la population, par rapport au nombre d'inscrits. Et bon, c'est vrai, cette année 2025, on parle de 8 millions d'inscrits, mais on nous dit en même temps que seule la moitié est allée voter. Oui. 4 millions, c'est la moitié de 8 millions. Donc, et dans cette moitié qui est allée voter, l'expression qui sort des urnes devrait quand même nous faire remarquer une fois de plus le refus, j'ai failli le désirata, le refus des Camerounais de se prononcer. Mais s'ils ne se prononcent pas, ils se laissent victimes de ceux qui vont se prononcer et ils se laissent conduire par ceux qui ont le courage et la volonté d'aller donner leur vote. Voilà, donc, on remarque qu'effectivement, les Camerounais ne veulent pas aller au vote. Même bien que nous ayons eu beaucoup plus d'inscrits cette année, très peu sont allés voter. Beaucoup plus d'inscrits et des meetings très courus. Des milliers de Camerounais participer. On a eu à voir dans les analyses de ces meetings certains commentateurs qui disaient ben, la plupart de ceux qui courent dans ces meetings n'ont même pas de carte d'électeur. La plupart n'ont même pas de carte d'identité. C'était des analyses comme ça. Oui. Mais ça peut s'avérer vrai à la fin. Parce que quand on retrouve encore un taux d'abstention de 42%, sur les 4 millions, ce n'est pas négligeable. Et c'est significatif. C'est un message aussi pour dire à celui qui nous gouverne que les gouvernés ne sont pas, on va dire, fiers de la façon dont ils sont conduits jusqu'ici. Mais on remarque aussi qu'il y a eu un engouement pour la plupart qui ne se prononçaient pas avant d'aller s'exprimer cette fois-ci.
Et d'où peut-être le mécontentement que ceux-là, plus ou moins, hein, sont en train d'exprimer aujourd'hui. Je suppose que parmi eux, il y en a qui ont mis beaucoup d'espoir dans leur désir, leur décision de s'exprimer cette fois-ci. Ils ont mis beaucoup d'espoir, ils étaient déterminés et ils étaient presque rassurés de que leur voix sera celle qui sera la voix commune. Sauf que nous sommes une trentaine de millions de Camerounais, même si c'est 4 millions qui sont allés voter. Dans ces 4 millions, il y a des divergences d'opinion. Et nous pouvons également remarquer qu'une fois de plus, le vote se fait communautaire. Parce que le docteur Stéphane Zanga venait de le dire tout à l'heure, Paul Biya, le chef d'État, le président élu, a remporté victoire, disait-il, dans son bastion de tradition. Et quand on regarde ce bastion de tradition, on ne peut pas s'empêcher de penser une fois de plus à une communauté. Et quand on va parler de communauté, on va regarder, mis à part le littoral qui a toujours été qualifié de frondeur, d'hostile au régime et autres, on va voir également là où celui qui est qualifié comme second en cette élection a remporté également victoire. On peut y voir également un regroupement communautaire. Donc une fois de plus, il y a ce message qui doit être porté à l'endroit de nos leaders politiques, de pouvoir devenir véritablement de vrais leaders de communauté. Est-ce qu'il y a intérêt à s'intéresser justement à ce qui ressemble à une chute entre 2018 et 2025 concernant la performance du président Biya? Il va de soi qu'il y a une chute, parce qu'on ne peut pas descendre de 71% à 53% et ne pas dire qu'il y a une chute. Il va de soi qu'il y a une chute. Il va de soi qu'il y a eu une expression défavorable au chef de l'État qui a permis que son suivant immédiat puisse aller jusqu'à 35%. Nous nous rappelons qu'en 2018, celui qui était son suivant immédiat n'avait même pas atteint 15%. 14%. 14%, voilà, n'avait pas atteint 15%. Et là, on se retrouve pratiquement à 35%. Ça veut dire qu'il y a eu une expression massive contre le président élu qui est là. Nous, on ne se sera jamais élu depuis 43 ans. Bon, nous ne sommes pas ici aujourd'hui encore pour épiloguer. Les élections sont passées. On en a longuement discuté. Nous tirons les leçons. Et la première leçon, c'est cette chute. La première leçon, c'est ce désaveu. Bien qu'il ait remporté l'élection avec la majorité absolue de 53%, nous ne pouvons pas ignorer cette expression massive de 35% et autres, parce que si on y ajoute les 1% et les 0,% des autres, on va se rapprocher. Dans les 40, voilà, donc, alors 53% pour et une quarantaine de pourcents contre, c'est trop proche pour ne pas dire mi-raisin, ce qui pourrait donc permettre... On est proche du 50-50. Voilà, ce qui pourrait donc permettre de parler de légitimité. Si autant on pouvait dire légitime avec 70% en se bombant le torse, aujourd'hui, on le dirait peut-être en baissant un peu les épaules, parce qu'il y a une dégradation quand même. D'accord, Maître Ngou, Divine, quelle est l'analyse sur la performance réalisée par le président Biya qui s'en sort avec ses 53,66%? Vous voyez, le score d'un candidat à l'élection présidentielle reflète 3 points que je vais vous donner après. Je vais vous expliquer premièrement la popularité du candidat, deuxièmement l'efficacité de la campagne électorale, troisièmement la perception du public sur les politiques proposées et dernièrement le soutien des électeurs. Quand vous voyez la popularité du candidat, le président de la République, Paul Biya, vous voyez sa popularité, il a la popularité, mais ce qu'il a envoyé devant, ces gens-là n'avaient pas la popularité parce que la population les a régnés. Et la population s'est plaignée depuis où c'est 2020 qu'il fallait un remaniement. Parce que la face qu'ils ont donnée, cette face des gens-là, quand ils viennent les parler au nom du chef d'État, ils ne sont plus populaires. Et la population les a régnés. C'est pour ça que j'ai vu que la population, le pourcentage du président élu, Paul Biya, a baissé. Ce n'est pas par rapport à lui, c'est par rapport à ces gens qu'il a envoyés devant. Parce que ces gens-là sont très arrogants. Ils ne travaillent pas. Vous voyez par exemple, chez moi là, quand j'ai vu quelqu'un se plaigner, il me dit qu'il est parti voir
la personne lui a dit que même si on ne vote pas le président Paul, alors que lui, la personne m'avait dit qu'il aime le président Paul Biya. Sa politique, c'est un homme de paix, c'est un homme qui travaille. Mais il me dit que les partis voient une autorité. L'autorité a dit que si vous voulez, ne lui votez pas. Ne lui votez pas, il va gagner. Et ça frustre. Les gens que vous voyez devant, ça frustre certaines personnes. C'est pour ça que peut-être le score là, c'était pour montrer au chef d'État qu'on t'aime. Mais ces gens que vous avez envoyés, peut-être nous, on va un peu vous discipliner. Ce n'est pas par rapport à vous, par rapport à ces gens-là, pour que vous connaissiez ce que nous on pense. Et donc, dans ce vote de sanction, c'est une vote de sanction. On a sanctionné ses collaborateurs, oui. Et avec un impact sur son chiffre final. C'est ça. Et vous voyez le président de la République, il est populaire. Mais quand vous voyez le soutien des lecteurs, ce soutien était là. Mais ce qu'on envoie pour la campagne, beaucoup ont perdu la crédibilité dans les secteurs. Il y a eu beaucoup de problèmes dans cette campagne. Trop de revendications, oui. Les gadgets même, il fallait les chercher. C'était plus comme avant. Oui, ça créait des tensions. Et ça créait des tensions parce que certaines personnes ne sont pas parties en proximité avec les populations. Par exemple, les gadgets, comme vous venez de dire, les pannes. Les gens prennent partage à leurs membres de famille. On sait déjà que vos membres de famille sont déjà avec vous. Si quelqu'un, vous avez un enfant, l'enfant là est avec vous. Donc vous allez plutôt recevoir toute la famille à l'épargne. Non, oui, toute la famille, mais c'est l'étranger. Quand vous invitez un étranger chez vous, mettez l'étranger en laisse. Vous lui cherchez l'eau, quelque chose, vous lui recevez, l'étranger sera avec vous. Donc il y a eu donc cette rupture-là, ce rejet des relais du président Biya sur le terrain. Comme premier élément, allons-y, vous avez cité 3 éléments. Oui, il y a aussi la perception de la politique, de la politique, les propositions. Je vais vous dire quelque chose. Certaines personnes proposent les choses chez eux. Le chef d'État a tout donné, le président de la République, parce que quand vous voyez son proposition pendant la campagne, c'est les textes de son parti. Les textes, c'était pour l'intérêt du pays. Et vous voyez, certaines personnes sont venues devant la population. Chez eux, mais ils n'ont pas pu pour gagner. Chez eux, les bases, ils n'ont pas pu. Je vous dis, certains ministres, certains DG, ils n'ont pas gagné chez eux. Il faut qu'on interroge ces gens-là. Parce que vous ne pouvez pas être là, vous êtes arrogant, vous ne travaillez pas. Et vous allez parler quoi? Parce que la population va vous dire. Quelqu'un va vous dire que non, chez moi, vous me disiez ça, il y a les ordures chez moi et vous pensez que quoi? Et il faut qu'on se méfie avec ça. Parce que vous voyez, ce n'est pas le chef d'État qui est le problème. C'est les gens qui l'envoient devant. Ce n'est pas le chef d'État qui est le problème. C'est les gens qui l'envoient. Et je veux par là conclure pour dire ceci. Que vraiment, pour calmer le cœur des gens, il faut que le chef d'État, quand il prend la prestation, il faut qu'il remanie directement. Oui, directement. Et ça va calmer la population. Parce qu'il y a des gens qu'on ne veut plus voir. Oui, ça va calmer la population. D'accord. Cette analyse, Sa Majesté, votre analyse, c'est laquelle sur les 53,66%? Est-ce qu'il faut s'en réjouir? C'est une majorité absolue. On est d'accord là-dessus, mais qui est quand même en baisse par rapport aux élections dernières. Si on met de côté, entre guillemets ou entre parenthèses, 92, 2004, 2011, 2018, c'était raz-de-marée, il n'y avait pas de débat. Cette fois-ci, selon les analyses du docteur Zanga, c'est du juste, proche même du 50-50. C'est quoi Bon, la victoire, effectivement, du président Paul Biya avec le résultat de 53,66% reflète que nous sommes vraiment en démocratie. Parce que avoir les scores staliniens, les scores à la soviétique, qui vous réjouissait hier, réjouissait, certes, réjouissait, n'est-ce pas, beaucoup de militants, mais il faut savoir que les choses ont évolué et il faut peut-être que les gens comprennent que nous sommes en train de nous inscrire en démocratie. Et en démocratie, il faut respecter, n'est-ce pas, les principes et les règles de la démocratie. Donc avoir 53%, je crois que c'est une bonne victoire. Une bonne victoire dans un pays démocratique. Ça signifie que les populations se sont exprimées et la majorité l'a emporté, comme on a souvent... j'ai eu à faire, n'est-ce pas, des simples calculs sur les 2 479 419 000 que le président Paul Biya a eu. C'est un score, c'est-à-dire que même si on enlevait toutes les voix de l'extrême nord, dont les 300 000 voix, et que Paul Biya aurait 0 là-bas,
Bialé à l'emporter toujours. Et si on les attribuait à Itiroma? Même si on enlevait. Non, il a déjà eu ses voix. Il a déjà eu ses voix. D'accord. Il a déjà eu ses voix. Même si on enlevait toutes les voix qu'on a eues dans le nord-ouest, donc c'est également près de 300 000. Le pôle serait toujours gagnant. Donc, votre lecture, c'est donc si on enlève les voix, n'est-ce pas, et de l'extrême nord, et du nord-ouest, et du sud-ouest, Paul Biya est toujours gagnant. Ça signifie que, les chiffres n'ont pas été traficotés comme les gens le pensent et que la victoire du président est une victoire réelle, une victoire sans bavure, une victoire qui reflète que nous sommes dans une démocratie et que les citoyens sont libres, n'est-ce pas, de choisir chacun son candidat. Alors vous restez sur l'arithmétique là. Vous considérez que c'est sans bavure quand on est à 53 et que l'opposition est à 42 par exemple? C'est sans bavure? Non, c'est sans bavure. C'est sans bavure. Moi je crois qu'il faut de plus en plus, il faut que vous-même vous soyez un peu démocratique. On est démocratique, on n'a pas contesté la victoire. C'est-à-dire que les règles démocratiques signifient que quand la majorité l'emporte, même si c'est avec un pourcentage d'1% en plus. Mais vous partez de là où le suivant était généralement très loin. C'est extrêmement important. Le fossé s'est réduit. C'est extrêmement important. Le fossé s'est réduit pour plusieurs raisons. Réduit en 2025. Pour plusieurs raisons. D'abord, j'ai dit que nous sommes d'abord dans une démocratie. On est d'accord là-dessus. Oui. Maintenant, oui, c'est ça. Non. Ce n'était pas la même chose. Plus on avance dans le temps, plus la démocratie se perfectionne. Maintenant. Dans les 70% là, c'est parce que la démocratie n'était pas perfectionnée. Non, je dis que c'est parce qu'il y a un certain nombre de facteurs qui interviennent. On surveille mieux le vote aujourd'hui. Non, ce n'est pas ça. Il y a des facteurs qui ont changé. Il y a des facteurs qui interviennent. Oui. Les facteurs qui interviennent, il y a d'abord le fait que, vous savez, ces résultats montrent qu'il y a, n'est-ce pas, au-delà de tout, une véritable fracture entre les populations et les intellectuels. J'ai eu à le dire, n'est-ce pas, ici sur votre plateau, entre les populations et les intellectuels de manière générale. Ça, il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire que les intellectuels, toutes tendances confondues, que ce soit dans le RDPC ou de l'opposition, il y a une véritable fracture. Parce que dans le RDPC, on fait la différence entre les intellectuels et les autres. Il y a une véritable fracture, n'est-ce pas, entre les citoyens et les intellectuels. Pourquoi? Je crois que l'analyste l'a dit tout à l'heure. Sur les 8 millions d'électeurs qui étaient inscrits, on a d'abord eu un fort taux d'abstention. À côté, n'est-ce pas, du fort taux d'abstention, il y a n'est-ce pas, les bulletins blancs qui ont également intervenu. À côté de ça, il y a des choses qu'on doit vous avouer. Vous savez, lorsque en 2020, nous avons fait, dans le cadre du RDPC, nous avons fait le sommier. Le sommier, la base électorale du RDPC était une base qui a une population qui peut avoisiner pratiquement les 4 millions et demi. Et on voit donc une très grande partie, n'est-ce pas, qui sont militants du RDPC, qui ne sont pas déplacés pour aller voter. Donc ils ont fait abstention, à côté de ceux qui ne se sont ceux qui ont fait abstention. Donc vous reconnaissez qu'à l'intérieur du parti, il y en a qui n'ont pas voté pour Paul Biya. Oui, je reconnais, parce que vous ne pouvez pas prendre un quartier. Vous savez que dans les quartiers, lorsque on faisait notre sommier politique, pour avoir une sous-section, c'est 200, au moins 250 à 300 personnes pour avoir une sous-section. Selon les chiffres, selon, n'est-ce pas, la disposition stratégique de l'installation d'une sous-section. Lorsqu'on voit, n'est-ce pas, dans certaines villes comme à Douala, que dans certains quartiers, dans certains bureaux de vote, nous nous sommes retrouvés, et que dans l'ensemble même de la ville de Douala, nous nous sommes retrouvés peut-être à 15%, et que dans une ville comme à Bafoussam, comme ça, dans l'ensemble du vote, nous nous sommes retrouvés à 13%. Mais vous comprenez que ça a été un vote. Ça a été un vote. Oui, ça a été un vote assez dur, très dur contre le parti. Et vous comprenez, ça c'est des statistiques qu'il faut respecter. Absolument. Il faut vraiment respecter. Que le parti a été dur envers lui-même. Voilà, que les militants du parti, qu'il y a eu des militants du parti qui n'ont pas respecté, n'est-ce pas, qui ont voté selon leur âme et conscience et qui ont choisi certainement d'autres candidats, à défaut de ceux qui n'ont pas choisi. Ça, c'est des choses que nous ne devons pas nous cacher.
Pourquoi? Parce que c'est une véritable leçon, un véritable enseignement que nous prenons après ce vote. Et je crois qu'il sera question que les responsables du niveau stratégique du parti, n'est-ce pas, qu'on puisse s'asseoir pour définir, peut-être que c'est ce qui a manqué. Réorienter. Le parti ne s'est pas assis avant les élections. Oui, c'est vrai que le parti il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas eu. Vous êtes allé aux élections, on s'est simplement à la toute puissance sur ce qui s'est passé en 2020. En 2020, et on croyait effectivement que ça pouvait marcher. En plus, on a quand même eu des alliés. Il y a eu des alliés, c'est-à-dire que dans certaines parties, dans certaines régions, il y a eu des alliés. À l'extrême nord, je pense au MDR, je pense à l'ANDP, je pense au parti de Yerim Adeo à Maroua, la CC, je pense, n'est-ce pas, au parti de Salmana à Maroua. Donc, ils ont quand même... Les partis jeunes de 2 semaines, un mois. Oui, oui, qui sont partis là. Oui, oui, c'est ça qui sont battus, comme ils sont battus pour avoir effectivement. Et puis dans le Grand Sud, il faut également avouer qu'il y a des partis comme l'UPC qui sont battus dans l'Union Ekele où le RDPC a été victorieux. Il y a des partis qui ont mouillé le maillot, vous comprenez? Parce que le RDPC n'est pas allé seul à cette campagne. Il y a eu des partis alliés. Il faut compter qu'en plus, n'est-ce pas, des candidats du parti, en plus des militants du parti RDPC, il y a d'autres militants qui se sont groupés. Donc, je crois que l'ensemble de ces résultats, région par région, donne, n'est-ce pas, des enseignements pour chaque région. C'est plus une victoire à questionner qu'à célébrer, finalement. Toute victoire est une remise en question pour les hommes politiques qui se veulent effectivement sérieux. Lorsque vous allez à un examen comme celui-ci, que vous avez gagné, vous devez, n'est-ce pas, à la sortie, à la fin, mettre, n'est-ce pas, tous les résultats sur le plateau, travailler pour que, voir dans quelle mesure, la prochaine fois, vous devez faire en sorte que, n'est-ce pas, avoir une victoire beaucoup plus grande, une victoire sans bavure, parce que lorsque nous faisons politique, c'est essentiellement ça. Il faut donc, quand je finis mon propos, n'est-ce pas, demander à ce que les jeunes qui sont en train, effectivement, de faire des violences, qu'ils cessent, parce qu'il faut qu'ils respectent qu'ils sont en démocratie et que dès lors que la majorité s'est prononcée, il faut accepter le verdict des urnes, il faut accepter le verdict que le Conseil constitutionnel a donné. Il faut accepter que la majorité du peuple camerounais s'est prononcée et plutôt repenser comment, n'est-ce pas, améliorer dans l'avenir ce que nous faisons chacun à son niveau, au niveau politique. Sous certains cieux, Timothée Somba, face à une victoire d'un candidat aux affaires depuis plusieurs années, qui a toujours tout gagné avec panache. Sous certains cieux, on qualifie ce score de petite victoire. Est-ce qu'on peut le dire au Cameroun? Non. Même le représentant du RDPC sera peut-être surpris par mon approche. Moi, j'aimerais beaucoup féliciter le RDPC. Ah, d'accord. Comme Christian Bracchioni disait, les chiffres sont comme les bikinis. Ce qu'elles cachent est plus important que ce qu'elles suggèrent. Les bikinis. Moi, je ne me laisserai pas aller. On a bien les images. Hein. Les chiffres sont comme les chiffres sont comme les bikinis. D'accord, le truc que ce qui est caché est plus important. Oui. Bikini, c'est ce que les femmes ont voilà. à la piscine. Et ça couvre les seins. Ça couvre une partie du bas. Une partie du bas. D'accord. On se rend compte que ce qui est caché est plus important que ce qui est suggéré. D'accord. Même si on les cache de moins en moins. Et c'est comme ça que les chiffres sont. Donc, je ne me laisserai pas aller à une analyse lapidaire. Pourquoi? Lorsque je regarde la tectonique de l'élection présidentielle de 2025, je la différencie en plusieurs points de 2018, qui sera la base de mon analyse. Oui. Rapidement, on dit tous taux d'abstention élevé, machin, ce qui n'est pas vrai. Le taux d'abstention de 2025 est en deçà de celui de 2018. Le taux de participation de 2018 est de 53%, alors que le taux de participation de 2025 est de 57%. Oui. Il y a gradation. Et si on applique la politique du bikini? J'y viens. Parce que tout le monde est allé très vite en besogne, selon moi. On n'est pas allé au fond de l'affaire. Maintenant, pourquoi est-ce que je félicite le RDPC? Parce que le RDPC vient de démontrer qu'il n'a pas besoin d'un type d'allié.
avec des alliés représentés dans les communes et au Parlement, le RDPC était à 71% en 2018. Avec 2 500 000 électeurs. Or, sans ces alliés qui ont démissionné, le RDPC en 2025 est à 53%, mais avec 2 400 000 électeurs. Le RDPC reste constant et fort. Parce que ces alliés qui sont partis ne pourront plus faire de chantage. Pour gagner, on n'a pas besoin de vous. Je ne dis pas que... je ne parle pas en tant qu'RDPC. On est dans la logique du bikini. Hein. Voilà. C'est vous qui savez. Oui. Si dans vous, il n'y a pas de vous même. Voilà. Le RDPC n'a pas besoin de ses alliés pour gagner. Le RDPC, en 2025, s'est montré plus fort qu'en 2018. Ça, c'est une lecture dans la généralité. Alors, on est en 2,5 millions. 2,5 millions en 2018 et 2,4 millions en 2025. Mais il y a quand même une baisse. Oui, il y a baisse. La baisse est liée au fait que ces alliés... On est comme les gens qui disent qu'il a 10, il a eu 10,5 et puis il a 10,3, oui. Donc il a toujours 10. Ça. Mais il ne faut pas rester uniquement sur les chiffres. Il faut les questionner. Oui, c'est ce qu'on veut faire. Et voilà. Et en les questionnant, moi je me rends compte que le RDPC est resté fort. Parce qu'il avait des alliés qui, in fine, n'apportaient pas grand-chose. Si tout seul, avec des petits partis que je qualifie de partis nébuleux, parce que tous les autres partis qu'on a cités là, le G20, le G48, c'est des partis, vraiment j'ai beaucoup de respect pour eux, mais ils ne valent pas grand-chose. C'est avec eux qu'on a 53%. Avec vous qui êtes au Parlement, qui avez des fiefs, on a 53%, on a 60%. Ça veut dire qu'on peut gagner sans vous. Donc moi je m'attends à ce que le prochain... Le RDPC a donc gagné. Le RDPC a donc gagné sans ses alliés. Je m'attends donc à ce que le prochain gouvernement récompense les gens du RDPC, fidèles, loyaux, qui travaillent, et qu'on ne traite plus avec des gens qui sont là pour la figuration, mais qui ne travaillent pas pour le RDPC, qui se servent du RDPC pour leurs intérêts personnels. Première approche. Sauf qu'on est quand même à 53%. Oui. C'est donc pour ça que, après avoir fait cette lecture synthétique, je suis obligé de faire la lecture spécifique par zone. Le mythe des bastions électorales, où il y avait des 100% est tombé. Il y a eu comme une sorte de sentiment anti-élite qui est perceptible à double vitesse. Les élites qu'on aime et qui travaillent ont fait des scores. C'est la raison pour laquelle aussi, davantage comme le PM Joseph Dion Ngouté, qui plafonne à 98%. Dans le nord-ouest. Sud-ouest, dans le diable, oui. Qui a 98%. Oui. C'est lui c'est le premier département en termes de vote, en termes de plébiscite. D'accord. Voilà, donc, des élites qui travaillent comme ça ont réalisé des scores. Il y aura, on va donc citer Joseph Lé, on va citer le Nyon Infumu, on va citer la Mofwa Famba 3e, on va citer le Nyon Infumu 4e. Le Haut-Nyon. Le Haut-Nyon et autres. Donc, il y a des RDPCistes qui travaillent, qui sont acceptés par la base. Il y a des RDPCistes qui littéralement ont été rejetés au nid. Et parmi les RDPCistes qui ont été rejetés, j'ai fait une autre lecture. Les politiciens par décret ont été plus rejetés que les hommes politiques de base. Qui ont fait leur classe. Qui ont fait leur classe. Et vous observez très bien, on avait déjà eu ces débats ailleurs, le secrétaire général du comité central, que les politiciens par décret sont l'un des gros problèmes au sein du RDPC. Parce qu'ils ne doivent pas leur poste à leur ancrage politique, à leur capacité de mobilisation, mais ils doivent leur poste à une autre logique. Peut-être la compétence, je préfère dire peut-être la compétence, ou peut-être le réseau. Alors vous voyez que ce sont eux qui viennent constituer le boulet que le RDPC est obligé d'assumer. Si je prends le cas de l'Ouest, les hauts plateaux, le RDPC a gagné là-bas. Le Kunki, c'est Madeleine Tuente, femme politique à la base, le RDPC a gagné. L'Indé, c'est Kecha Koutez, le RDPC a gagné. Sur les 8 départements de l'Ouest, les 3 où le RDPC a gagné, c'est là où les représentants sont des hommes politiques. Avant d'entrer au gouvernement, ce sont des hommes politiques. Ceux qui ne
qui sont les politiciens par décret. Si je prends le cas de Baham. À Baham, on a le professeur Luc Sinjoun, on a le professeur Justin aussi beaucoup. Hein. Non, je fais comme ça. C'est quand même le fief d'un leader. Non, mais en 2018, le RDPC a gagné à Baham. Incroyablement. Le chef supérieur qui est sénateur est de Baham. Donc vous voyez que avec le chef supérieur, avec deux politiciens par décret, le RDPC est tombé. Donc, lorsqu'on traverse donc le miroir et qu'on va au fond, on se rend compte qu'effectivement, il y a un aggiornamento que le RDPC doit opérer. Mais c'est un aggiornamento, non pas de tristesse. C'est un aggiornamento davantage intrinsèque au parti. Mais on reconnaît quand même que, justement, pour aborder cette question, on reconnaît quand même que le score aujourd'hui est le reflet de quelques errements dans le parti, quelques manquements dans le parti, quelques choix stratégiques mal opérés dans le parti. Des choix stratégiques de trop d'ouverture. Trop d'ouverture. La nécessité de vouloir d'ouverture. Le voisin a plutôt parlé des intellectuels du parti qui sont un problème. Je viens de les qualifier de politiciens par décret pour certains. Oui. L'hyper-ouverture du RDPC a trop vouloir fonctionner avec des alliés. Parce qu'ils se gargarisent souvent en disant le RDPC ne gouverne pas seul, on ouvre. Oh, vous ouvrez aux gens qui clament votre nom sur les lèvres, mais qui pensent autre chose dans le cœur. Et ça s'est traduit sur le terrain. Je vais reprendre la citation de Michel-Ange Anguine qui dit que si vous perdez dans votre département, dans votre arrondissement, dans votre village, c'est que votre soutien au président Paul Biya est questionnable. Mais si vous êtes efficace dans la réalisation de votre cahier de charges en tant que ministre, et si vous êtes efficace et que vous perdez dans votre village, on retient quoi? Que vous êtes impopulaire, vous êtes chiche, parce que certains sont taxés d'impopulaires parce qu'ils n'ont pas la main facile. Je vais citer. Aujourd'hui, il faut qu'on arrête de faire la fine bouche. Quand vous allez dans l'extrême nord, il va me pardonner, il fera peut-être un droit de réponse. On vous dit que le ministre Mounouna Foutsou, tous les projets de financement des jeunes sont attribués aux ressortissants de son village. On ne veut pas de procès. Voilà. On ne veut pas de procès. Ça, c'est les témoignages de terrain. On ne veut pas de procès. On ne veut pas de procès. Ça veut dire que c'est questionnable. Hein. Vous allez nous rappeler le discours du directeur du cabinet du PAN. Est-ce que c'est ça qui est donc le discours du cabinet, on va avancer, s'il vous plaît. Le discours du cabinet du PAN, justement, était un élément public. On va avancer. Parce que ça, c'est une enquête de terrain, des témoignages de haute personnalité. Oui, qui justifient le fait que dans l'extrême nord, le score est justement flanché. Parce que j'ai dit, mais à l'extrême nord, vous avez tel. Il me répond, non. On a ça, c'est ce que vous voyez tant là-bas. Mais ici, il y a des micro-discriminations qui fragilisent. Il y a donc le choix des représentants qui pourrait être un problème. 2 ou 3 messages et puis on repart sur notre question. Bonsoir le panel. Je suis dessus de certaines analyses. Paul Biya n'aime pas le Cameroun dans la mesure. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pendant qu'il avait toute... on veut que vous posiez des questions, que vous argumentiez comment comprendre le score du président Paul Biya. La campagne elle est terminée là maintenant. On essaie de lire. Bonsoir, les chiffres du Conseil constitutionnel proclamés montrent que le président Paul Biya perd de plus en plus en légitimité. Ils attestent que les Camerounais cherchent un autre guide pour conduire aux destinées du pays. On a fait avaler ces chiffres aux citoyens Flavien et Boudan depuis Bafoussam, qui dit qu'on perd de plus en plus de terrain. Bonsoir, chers panélistes, heureuse de suivre votre émission. 53,66% pour moi. C'est la preuve que la médiocrité du RDPC a contaminé le pays. Après 43 ans, les Camerounais vivent encore dans la faim, la misère, pas de route, soins. Mais ok, nous sommes des citoyens de paix. Conseil constitutionnel a proclamé les résultats. Félicitations au président. L'élection est terminée le 12 octobre. Quant au reste, pas de casse, pas de pillage. Merci Antoine depuis EDIA, qui écrivait qu'on puisse lire. Le raisonnement de Somba ne tient pas sur son concept de bikini. Moi, je dirais que c'est Kabara Libi qui a compris le jeu pour renverser le RDPC du pouvoir avec son concept d'11 millions de lecteurs qui prouve que si les citoyens s'inscrivent et vont massivement voter, Biya serait battu car il restera dans sa constance, c'est-à-dire 2,5 millions.
Parce qu'on est entre 2,5 millions et 2,4 millions entre 2018 et 2025, et les autres gagneront. Et Somba doit accepter avec humilité et que le peuple camerounais dans sa majorité aspire à un bon changement. Adamou Robert depuis Tcholiré. Alors, ça fait plaisir de savoir que vous nous regardez à Tcholiré. Bonsoir plateau, c'est monsieur Zébazé. Votre plateau n'est pas équilibré. Bon, équilibré alors, allons-y, équilibré. Il faut ceux qui vont aussi dire la vérité sur le plateau contre nos dirigeants. Mais j'ai l'impression que vous n'écoutez pas l'émission. Est-ce qu'on a flatté les dirigeants sur le plateau? Bonsoir monsieur Zé, très belle émission. Dites à monsieur Essomba qu'il est le genre de politicien qui cherche les portes parce qu'il a battu campagne. Il doit comprendre que le Cameroun appartient au Power RDPC. Monsieur est à la recherche d'une nomination. Vous n'avez pas répondu, Raoul de Garoua-Boulaye, à la question. Qu'est-ce qui justifie les chiffres aujourd'hui du président Biya? Si les élites travaillent naturellement dans leur région, le RDPC n'aurait même pas besoin de faire la campagne. Voilà également une autre approche. Bonsoir le panel. Prions Dieu pour notre pays. Merci au président national de l'ANPC, Amadou Aminou. Aidez-nous dans ces prières-là. Prions ensemble. Bonsoir à vous. Non. Comment est-ce qu'il demande qu'on ne doit pas inviter M. Somba? Comment on va faire ça? On est en démocratie, non? En démocratie. Ça, le plateau, le score est dû au fait que le RDPC a perdu plusieurs soutiens. Tenez-vous tranquille, M. Zé-Paul Biya a perdu dans toute la diaspora, ce qui est incroyable. Ce score traduit simplement la légalité, mais pas la légitimité du peuple. Gauthier depuis Mendon, du côté de Yaoundé, c'est tout ça qui fait un chiffre global de 53,66%, y compris la diaspora. Bonsoir. Dites, s'il vous plaît, dites au monsieur du RDPC qu'un mensonge peut faire le tour du monde pendant que la vérité est encore en train de mettre ses chaussettes, ses chaussures. Le score de 53,66 du président Biya reflète tout simplement la fraude, le tripatouillage, le bourrage des urnes. Il ne nous revient pas, de lui de prouver car il est RDPciste. Jean Calvin depuis la frontière Cameroun-Guinée équatoriale qui pense que c'est le score de la fraude, et quelqu'un demandait si c'était la fraude, est-ce qu'on laisserait donc Paul Biya à 53,66%. Comment encore que ceux qui sont arrêtés aujourd'hui pour fraude ne sont pas du RDPC. D'accord. Docteur Zanga, vous avez écouté les analyses des uns et des autres. On a pratiquement finalement un camp en face qui donne les arguments qui peuvent justifier. On a beaucoup entendu parler des problèmes internes au RDPC. Il faut les prendre en compte. Justement, il faut les prendre en compte. Il faut déjà intégrer le fait que le RDPC allait à cette élection avec deux orientations. Le RDPC avait à défendre le bilan des 7 précédentes années. Il fallait faire le point de la politique des grandes, je pense, réalisations et dégager des perspectives de la politique de l'espérance et de la grandeur. Faire le bilan des grandes opportunités. Des opportunités. Merci de rafraîchir ma mémoire. Et dégager dans les perspectives de l'espérance et de la grandeur. L'opposition devait faire l'autopsie de la politique des grandes opportunités. C'était deux approches sur le marché électoral. Alors, pour ce qui est de la stratégie interne du parti, le parti allait déjà avec beaucoup d'entorses. Le parti ne s'est pas réuni dans le cadre d'un congrès. Le parti n'a pas renouvelé à l'intérieur sa classe politique. Le parti également est sorti des renouvellements des organes de base qui ont fait il y a eu beaucoup de scissions à l'intérieur du parti et le parti n'a pas réglé l'entièreté de ses contentieux. Au niveau local, certains militants, certains cadres du RDPC travaillaient contre ceux qui avaient été élus lors des renouvellements des organes de base. Ceci au niveau des arrondissements, des départements et même des régions. Certains présidents de section restent jusqu'ici contestés par la base militante, par une bonne partie des bases militantes à l'intérieur de leur fief. Et en plus de cela, on a ajouté les chefs de délégation permanentes, départementales ou régionales, non élus, qui deviennent les patrons politiques. Justement, il y a eu ce problème dans le RDPC dans certaines précédentes années. Les militants de base avaient les élus locaux avaient contesté les personnalités ressources. Qui avaient donc été bannis par le secrétaire général. Mais ces personnalités ressources sont revenues sous une autre forme.
quand vous avez un président de section RDPC qui est le patron politique dans une circonscription, et vous n'en faites pas le président, c'est lui qui représente le président Paul Biya dans l'arrondissement, dans sa circonscription. Vous n'en faites pas le président de la commission communale de campagne pour désigner un directeur général ou un ministre qui est extrêmement impopulaire. C'est-à-dire que certaines élites, certains politiciens par décret ont fait la preuve de leur impopularité dans leurs fiefs respectifs. On a fait confiance aux porteurs. On s'est dit qu'ils viennent avec les moyens. Justement, ils viennent peut-être avec les moyens, mais c'est justement, ils sont contestés par les militants de base, justement parce que détenteurs de moyens, mais ces derniers n'ont pas la culture de la redistribution. La preuve, pendant les élections, quand les gadgets et le matériel de campagne arrivaient, ces derniers ne le redistribuaient pas de manière équitable, ce qui a créé des frustrations à l'intérieur de la formation politique. Le RDPC traînait aussi d'autres problèmes, des alliés qui n'étaient véritablement pas des alliés de poids. À l'intérieur du RDPC, certains alliés étaient boudés. Certains membres du RDPC estiment avoir mouillé le maillot en 2018, mais n'ont pas reçu de récompense. Des alliés de seconde zone dont l'impact avait été faible ont été récompensés au plus haut niveau et ils sont regardés en chiens de faïence par les véritables militants du RDPC. Certains alliés détiennent des strapontins que certains cadres du RDPC escomptent et calculent depuis des décennies. Il y a cette frustration à l'intérieur du parti. Et cela est diffusé dans la base militante. C'est source de frustration. Parce qu'il faut bien faire, il faut bien analyser ces 53%. C'est pour cela que vous êtes là. Il faut bien analyser ces 53%, Jean-Jacques disait. Certains venaient à des meetings, certains militants de base du RDPC venaient à des meetings pour avoir peur d'être étiquetés, d'appartenir à un parti d'opposition. Mais dans l'isoloir, ils sont restés souverains et ont opéré en toute liberté leur choix. La preuve, le verdict des urnes. Donc, c'est un... Moins 100 000 voix, c'est pas négligeable. Et aussi, Jean-Jacques Zé, on demande un peu trop aux ministres et directeurs généraux. C'est le président a été élu. Il va prêter serment dans quelques jours. Il a une feuille de route, comme le dit la Constitution. Il définit la politique générale de la nation. Info TV définit la politique générale de la communication sur l'année 2026. Il a donc besoin, pour des soucis de performance, de technocrates de haut vol en même d'implémenter ces politiques publiques. Ne demandez pas au professeur Luc Sindjoun, qui est un politologue à la notoriété avérée, de devenir un politicien. Sa formation ne permet pas, il n'a pas été formé comme politicien, mais il est un universitaire de haut vol. Mais qui doit sa position administrative au président de la République? Il faut bien manifester cette reconnaissance au président en devenant, malgré soi, militant. Pauvre professeur. Vous descendez donc sur le terrain. Les politiciens de métier ont des techniques que ces administrateurs de haut vol, ces technocrates de haut vol, n'ont pas pour convaincre et séduire un électorat. J'ai donc vu des directeurs généraux baver sur le terrain à 2-3 heures du matin pour aller rencontrer un groupe de jeunes descendus du haut de leur prestige. Ce n'était pas évident. Mais le maire local, le député, sait par quel couloir passer, le président de section, connaît son territoire politique, connaît les adversaires, connaît quelle technique, quelle recette faut convoquer pour les ramener à la raison. Ne demandez pas à un professeur titulaire des universités formé en Allemagne ou en Grande-Bretagne de le faire à Doumentan, en Vengue ou à Kenzou ou à Bien compliqué. C'est extrêmement compliqué ce qu'on demande à ces gens. Par contre, il faut sanctionner sur la base des contre-performances gouvernementales. Leur incapacité à implémenter la politique générale édictée par le président de la République. Et c'est parce que c'est ça également qu'il faut interroger. Les politiques publiques ont-elles été séduisantes? Là est un autre débat, mais oui, qu'il faut intégrer dans la... On fera un pont pour entrer dans ce Le président débat. de la République, donc, à travers cette élite qui réalise des contre-performances sur le terrain de l'implémentation des politiques publiques, le président de la République est donc sanctionné
parce qu'il fait un mauvais, entre guillemets, un mauvais casting. On tolère le mauvais casting parce que je peux vous choisir, vous pouvez être très performant, Jean-Jacques, mais sur le terrain de l'implémentation, vous faites la preuve de vous démontrez vos limites. Je me dois, en tant que chargé du casting principal, de vous remplacer immédiatement. C'est la raison pour laquelle il aurait fallu qu'il y ait, au précédent mandat, des réaménagements du gouvernement. Voilà qui est clair. La base électorale, la base RDPC, je ne suis pas leur porte-parole, j'ai le sentiment qu'elle sanctionne aussi, entre guillemets, parce que le président gagne, mais avec une majorité extrêmement étroite. Il pouvait encore réaliser des scores soviétiques, puisque sur le terrain, pendant les campagnes électorales, on disait 100%. Donc, mais Sa Majesté ne peut pas devenir démocrate aujourd'hui et intégrer les 53% comme étant un score extrêmement honorable, et cela démontrerait qu'il y a une très grande ouverture, une culture démocratique. Du tout, 100% était escompté, mais nous avons obtenu 53%. On s'en contente, mais il faut tirer des leçons. Il faut tirer de façon froide. Des leçons. Alors, on a donc deux thèses qui s'affrontent désormais, celle interne au RDPC, mais également, il faut interroger celle qui vient de l'opposition. Vous prenez la parole tout à l'heure, révérend. Est-ce que le RDPC est victime de lui-même sur ce score, où il y a quand même une pénétration considérable en 2025 de l'opposition? Est-ce que c'est l'effet Chiroma? Jean-Jacques, je commencerai par la première interrogation et l'expression des trois co-panélistes qui m'ont précédé répond à cette première interrogation. D'ailleurs, ils l'ont dit, à commencer par celui qui représente le RDPC, Sa Majesté Ondondo, qui a commencé par dire que le RDPC a voté contre lui-même. Oui. Il l'a reconnu. Et le reconnaître, c'est aussi reconnaître un désaveu de ceux qui hier votaient pour le président Pobia, qui aujourd'hui le désavoue par rapport à, on peut aligner plusieurs explications, plusieurs hypothèses sur la gouvernance, sur la mise en œuvre de la politique publique dont on parle et tout, mais il y a un désaveu. Donc il y a déjà un désaveu à l'intérieur même du parti. Donc, une fois de plus, lorsqu'on ajoute à ça ceux qui ne sont pas militants du RDPC et qui crient sur tous les toits qu'ils ont soif d'un changement, ils ont soif d'une expression nouvelle, ils ont soif d'un visage nouveau, ils ont assez vu le même visage depuis 43 ans, ils ont assez assisté à la même gouvernance depuis, et ainsi de suite. Lorsqu'on ajoute tout ça, on ne peut pas continuer à vouloir expliquer qu'il y a eu une bravoure du RDPC, qu'il y a lieu de se féliciter que c'est la démocratie. De 53%. La raison fondamentale, je reconnais même aujourd'hui que c'est la démocratie, c'est dit qu'hier il n'y avait pas de démocratie. Hier, c'était problématique. C'est dit qu'hier il n'y avait pas de démocratie, c'est soutenir qu'effectivement l'expression populaire commence à tordre le cou à la dictature. C'est aussi le soutenir quelque part. Il a parlé d'évolution. Non, pendant qu'il parle, nous écoutons aussi. Et comme nous écoutons ici, les Camerounais écoutent au quartier et partout ailleurs. Les étrangers également écoutent. Donc, tout le monde vit ce qui se passe. Et une fois de plus, ce que nous avons comme manifestation après la proclamation des résultats officiels par la Cour constitutionnelle ou le Conseil constitutionnel n'est que l'expression d'un ras-le-bol, quelqu'un l'a encore dit dans ce plateau tout à l'heure. La chose que nous réprimons dans cette expression, c'est la casse. C'est la casse. Mais il faut remarquer que les Camerounais qui ont longtemps, dans le respect des institutions, dans le respect des textes et dans la crainte de la force publique, qui nous a toujours clamé qu'elle a le monopole de la violence, qui sont restés justement pendant longtemps cachés, n'ayant pas le courage de sortir pour, malgré toute cette force, malgré toute, finir par dire ce qu'ils pensent, sont sortis cette fois-ci. On a entendu ces jeunes, on va dire désœuvrés, on va dire, mais il y a des jeunes diplômés parmi.
parmi les cadavres qu'on compte là, on compte également des jeunes bacheliers qui étaient à l'aube de leur vie, qui commençaient leur année universitaire et autres. Donc, il n'y a pas que les il y a le vote et le chiffre, donc, mais il y a une autre contestation qui se vit par... Il y a une expression qu'on ne peut pas négliger. Oui. Il y a une expression populaire qui dit que effectivement le peuple avait besoin d'un changement. Et lorsqu'on regarde même ces chiffres que nous analysons, avec cette installation, nous l'avons dit lorsqu'on parlait lorsqu'on préparait les élections ici, et qu'on épiloguait là-dessus, nous l'avons dit que le chef de l'État, son excellence Paul Biya, est le candidat le plus connu dans toute la République. Nous avons dit que le RDPC est le parti qui est le plus ancré dans toute la République, jusqu'au fin fond des villages, comme on dit habituellement. Nous avons même dit que rien que par la photo, certains de nos parents, entre guillemets, qui iraient voter, qui ont l'habitude de voter la photo, puisqu'il y a des commentaires qui ont dit que c'est la photo qui est présentée comme candidat contre des êtres humains et tout. Mais certains de nos parents qui ont l'habitude de voter dans cette photo, qui connaissent cette photo, qui l'ont dans leur salon, qui l'ont sur les murs de leur maison au village, cette photo qui est le décor dans les villages et tout, mais ils iraient voter forcément cette photo. Donc déjà, de prime abord, le RDPC partait gagnant par rapport à ce que nous on connaissait, par rapport à son assise, mais s'il y a eu ce revers, et si on se retrouve à 53,66%, on ne peut pas vouloir dire que le peuple ne s'est pas exprimé. On ne peut pas vouloir dire qu'il n'y a pas un rejet. On ne peut pas vouloir dire qu'il y a légitimité. La légitimité reste là parce qu'il y a 53%. Il y a rejet. Mais il y a baisse. D'accord, il y a rejet, d'accord. Mais est-ce qu'il y a une poussée de l'opposition considérable? Oui, le regret aujourd'hui, en tant que citoyen, c'est de savoir que nous avons longtemps entendu la population appeler l'opposition à s'unir. Nous avons longtemps entendu la population demander un candidat unique ou bien consensuel à opposer le candidat du NDPC. Donc, c'est ce que cette population qui a appelé à cette candidature consensuelle unique peut avoir comme regret aujourd'hui, c'est de dire que finalement, ils n'ont pas eu en face des leaders politiques qui semblaient vouloir véritablement défendre leur cause. Ils ont finalement l'impression, ces Camerounais-là, d'avoir eu en face des leaders politiques qui partaient pour leur propre combat politique, qui partaient pour leurs propres aspirations, qui partaient pour leur propre élévation, pour ne pas dire qu'ils partaient pour leur propre ventre. Et voilà, donc c'est aussi sa déception. Qui veut donc dire que oui, les Camerounais, malgré tout, se sont exprimés pour dire que nous voulons un changement, pour ne pas dire nous n'en voulons plus. Nous voulons un changement. Malgré tout, se sont exprimés. Mais est-ce qu'ils se sont exprimés finalement à la faveur de ces hommes politiques-là, dits de l'opposition, qui ne les ont pas écoutés et qui n'ont pas fait alliance pour les présenter un candidat consensuel? Je dirais non. Ils se sont peut-être plutôt votés, ils se sont plutôt exprimés, je voudrais dire, contre celui qu'ils disent vouloir changer. Ce qu'on pourrait donc dire, comme le docteur a souhaité tout à l'heure, un vote sanction. D'accord. Timothée voulait rapidement réagir avant que Maître ne prenne la parole, à la suite des interventions du docteur et du révérend tout à l'heure, Timothée. Oui, à la suite de Stéphane Zanga, qui relevait le problème de la redistribution. Comme je l'ai souligné tout à l'heure, on assiste à une redistribution incrémentale ou familiale. On a une politique comme l'équilibre régional, qui au départ est censé susciter l'adhésion de tous les Camerounais, qui s'est transformé en équilibre familial. C'est le même nom de certaines grandes familles qui sont partout. Ça crée un sentiment de rejet. Il y a maintenant la rupture entre la base et le sommet, caractérisée par l'infodémie au niveau de la remontée des données. Et ça commence avec le flou sur la direction de campagne. Comment est-ce que c'est le RDPC qui dirige officiellement la campagne, mais les consultations sont faites ailleurs? Et au sortir de ces consultations, qui in fine ne savaient être qu'un exercice de style pour la figuration, tout le monde disait 100%, 100%. Aujourd'hui, on n'a pas eu 100%. Ça veut dire quoi? Paul Biya n'est pas allé à l'élection avec les données réelles de la frustration populaire. Il y a donc eu, je ne vais pas dire mensonge, peut-être occultation, parce que le mensonge est plus grave. On n'a pas donné les informations de base réelle au chef de l'État. Or, cet exercice de consultation, c'était parce que lui-même, du haut de sa tête, sentait qu'il y a quelque chose qui bouillonne.
il a organisé les consultations pour qu'on vienne lui dire la vérité. La vérité. Or, il semble, les faits démontrent qu'on ne lui a pas dit la vérité. Cette césure doit donc être sanctionnée. Parce que c'est comme si les gens s'attellent à couper le chef de l'État de la base. Et c'est pour ça que ce thème est très important. Vous voyez, on ne parle pas tous des autres partis politiques. Nous sommes en train de faire une sorte d'autopsie intra-RDPC. Et c'est bien l'objet de oui, l'émission. parce que finalement, comme l'a dit le révérend Paco, le peuple n'a pas été tellement séduit par l'offre de l'opposition. Mais le peuple a décidé d'envoyer un message à celui qu'ils ont l'habitude d'aimer pour dire « ce n'est pas parce que nous t'aimons que tu dois exagérer ». D'accord. Majesté. Oui, moi je voudrais que il ne faut jamais oublier, hein, ça c'est pour nous tous, hein, que nous sommes dans un environnement démocratique. Hein. Ça veut dire que dans un environnement démocratique, il faut laisser la liberté l'emporter. La liberté l'emporter signifie que dans une élection, il y a eu 12 candidats. Le peuple, les citoyens sont appelés à choisir quel est le candidat, n'est-ce pas, qui leur plaît. Hein. On ne peut pas, sous prétexte qu'il faut absolument enlever l'homme par qui le changement arrive, et c'est le président Paul Biya, l'homme par qui le changement arrive, parce qu'il faut absolument l'enlever, c'est-à-dire réprimer les voix des autres citoyens pour choisir un candidat unique de l'opposition et tout ça. Tout ça, ce sont des stratégies qui, ma foi, ne sont pas des bonnes stratégies pour une démocratie comme la nôtre. C'est pour cela que dans une démocratie, il faut toujours laisser la liberté et le soin aux citoyens, n'est-ce pas, de choisir qui ils veulent. Et dans le cas d'espèce, je ne sais pas si c'était de manière organisée ou de manière stratégique, que, à part la majorité, n'est-ce pas, des citoyens, à part la majorité qui a choisi Paul Biya, il y a une bonne partie, n'est-ce pas, de la classe des citoyens qui a choisi Issa Chiroma. Est-ce que c'était par des... il y a eu un certain nombre je crois qu'il y a eu est-ce que c'était uniquement ceux qui venaient, n'est-ce pas, de Maurice Kamto, les militants de Maurice Kamto, ou bien, n'est-ce pas, il y a d'autres militants, toujours est-il qu'il y a une anecdote... J'aurais voulu que vous parliez davantage du il y a une anecdote, oui. Ça fait partie des analyses. Il y a une anecdote qui circule qu'il y a un candidat qui est allé pour voter. Lorsque il s'est retrouvé, lorsqu'on a voté, il était avec ses militants, ils étaient peut-être 7. À la fin, n'est-ce pas, lorsqu'on a décompté le nombre de voix, de ses voix au bureau de vote, on a trouvé une seule voix. Donc ceux qui le suivaient même, ces lieutenants ont voté contre lui. Dans tous les cas, avançons, Majesté. Donc c'est des choses, oui, c'est des choses qui arrivent. Donc je dis donc que dans le cas d'espèce, il faut accepter qu'il y a la démocratie au Cameroun. Oui, vous l'avez dit. Oui, et je ne sais pas pourquoi ça ne vous plaît pas. Non, acceptez ça. Nous sommes d'accord. Oui, acceptez qu'il y a la démocratie. Nous sommes en train d'analyser une situation. Oui, et que en démocratie. Et que la victoire du président Paul Biya, on ne sait pas une victoire minime. C'est une grande victoire. C'est une victoire sur la démocratie. C'est une victoire, une très bonne victoire. Et les Camerounais se sont prononcés et il faut respecter cette victoire. Il ne faut pas toujours s'attendre. Il ne faut pas toujours s'attendre dans les années à venir au score soviétique. Non. Le monde évolue beaucoup. Le Cameroun également. Les démocraties sont toujours perfectibles. La démocratie camerounaise également est perfectible. La démocratie, d'accord, mais est-ce qu'il n'y a pas également un rejet de vos politiques publiques? Est-ce qu'elles n'ont pas échoué en 7 ans? Est-ce que les Camerounais ont fait quelque chose? Parce qu'ils sont en train de citer les mêmes choses. Ouais, hein. On ne peut pas. Il y a des gens ici à Yaoundé 3 ou Yaoundé 6 qui n'ont pas voté Paul Biya et ils disent que c'est à cause des poubelles. Par exemple. On ne peut pas. Les autres n'ont pas voté parce qu'il n'y a pas la route, parce qu'il n'y a pas l'électricité, parce qu'il n'y a pas ci, parce qu'il n'y a pas ça. Ils disent qu'on aime le père. Tout le monde dit on aime le père, mais il y a ci, il y a ça. Et puis, on ne peut pas on ne peut pas mettre au seul compte des politiques publiques. Parce que vous avez un bilan à défendre. N'est-ce pas la baisse, n'est-ce pas, de l'expression démocratique en faveur du président Paul Biya? Non, je vous ai dit. C'est ça qu'on vous juge. Il y a eu d'autres. Il y a eu d'autres facteurs. Il y a eu d'autres facteurs liés, n'est-ce pas, au désamour entre les intellectuels et les citoyens camerounais, de manière générale. Il y a eu ce désamour. Mais j'en ai revenu dessus. Qu'on soit intellectuel ou beau, ce qui est important, il y a même d'autres. Ce que vous avez fait. Il y a d'autres facteurs. Oui. Pourquoi ne fuyez pas la vérité? Suivez, écoutez bien. C'est moi qui fuis la vérité. Écoutez donc. Il y a d'autres facteurs, à part les deux facteurs que nous venons. Il y a même des facteurs identitaires qu'il faut prendre en compte.
On ne veut pas en parler. Non, le facteur majeur, docteur. Attendez, le facteur majeur, quand on va à une élection, ceux qui sont au pouvoir viennent avec le bilan à défendre. Ça, c'est majeur. Ces facteurs sont importants. D'évaluation des politiques publiques. Vous ne pouvez pas minorer ça. Ce sont des facteurs importants. Tout ce que nous avons. Mais le premier, comme les 3 facteurs, dont les politiques publiques, les facteurs identitaires, vous comprenez un peu, et puis la démocratie. C'est tout à fait normal. Tout le monde est libre de s'exprimer n'importe comment. Mais il faut tenir compte de ces facteurs. D'accord, maître. Est-ce qu'au regard de ce qui a été dit, vous voyez que Timothée a été froid là-dessus, est-ce qu'au regard de ce qui a été dit, le RDPC allait à cette compétition sans être prêt en tant que machine politique? Le RDPC était prêt, mais vous savez, en sciences politiques, il y a ce qu'on appelle marché politique. Le produit est bien. Ce que vous envoyez des partis vendent le produit là. Est-ce qu'ils vont vendre? Je vais vous dire quelque chose. Restons dans la logique. Oui, c'est ça. Restons dans la logique bikini pour qu'on comprenne mieux. Si vous avez un bon bikini qui est porté par quelqu'un qui... Vous savez, le chef d'État, je vais vous dire quelque chose, le chef d'État, quand vous voyez la population aime cet homme qu'on appelle Paul Biya, la population l'aime. Mais il y a certaines personnes qu'il a pris. Certaines personnes que la population a rejetées, comme je venais de dire. Oui, on est d'accord là-dessus. Vous voyez, par exemple, quand vous voyez Yaoundé 6, Yaoundé 7, il y a la poubelle partout. Est-ce que vous attendez le Yaoundé 4? Oui, disons, Yaoundé 4, oui, Yaoundé 4, oui, même Yaoundé 3 ici. Oui. Je vais vous dire, le chef d'État a donné les gens pour travailler. Ce n'est pas lui qui sera au terrain. Il a donné sa politique pour le développement. Il a dit, allez travailler, il a donné les moyens. Ces gens-là sont arrogants. Je vous dis, les gens qu'on a mis devant, je vous dis, il y a les DG, les ministres, les maires, les députés. Ils sont arrogants avec la population. Vous voyez, eux, ils ne travaillent pas. Le chef d'État les a donné une politique, parce que le plan, la politique du chef d'État, c'est une politique de développement, de proximité. Pour servir la population, pour servir les personnes. Ce n'est pas pour servir un statut, c'est les personnes qui assument. Et je vais vous dire, quand vous voyez le pourcentage là, c'est un pourcentage qui est en train de mettre les... Parce qu'il y a les échéances qui viennent. Il faut qu'on se méfie. J'ai analysé, il faut qu'on se méfie. Il faut qu'on se méfie pour les résultats. Parce que vous voyez le législatif, si l'opposition prend le législatif, c'est fini. Vous ne pouvez plus gérer. Parce que c'est eux qui vont contrôler le législatif. Donc je suis en train d'exhorter. Le chef d'État a vraiment gagné. Ceux qui voulaient lui supporter, la population lui a supporté. Il a eu 7 scores. Mais on ne se décourage pas. Parce que ceux qu'on met au travail, vraiment, j'aurais dit au chef d'État que j'ai fait les enquêtes comme membre de la société civile. C'est que les gens m'ont dit, je voulais pleurer. Je voulais pleurer, il m'a dit que ces gens-là ne travaillent pas. Ils sont là, ils font le showboy. Ils marchent avec les musiciens, ils marchent avec les stars, les footballeurs. Les musiciens. Les musiciens, ils faraudent, mais ils ne travaillent pas. Vous voyez quelqu'un là, il faraude l'argent. La population attend les bonnes routes. Ils attendent l'eau, ils attendent tout. Oui, ils sont là. Je vous dis la vérité. Ils ne travaillent pas. J'ai dit. Quel est le mec qui ne faraude pas à Yaoundé? Non, non, tout le monde faraude, mais ne nargue pas la population. Les gens voient la poubelle. Allez ramasser. Le Premier ministre avait même donné l'ordre. Il y a les gens qui ne respectent même pas le Premier ministre. Il a donné l'ordre, il a fait une réunion de crise pour les poubelles. Ils ont commencé, après ils ont lâché. Vous croyez que la population va accepter ça? Parce qu'il y a les séances qui viennent. Il faut qu'on se méfie. Les élections législatives et les élections municipales. Il faut qu'on vraiment, on voit ça parce que le chef d'État est aimé. J'ai fait les enquêtes. Le président, pour le non-président Paul Biya. Il y a les gens qui ont dit que ceci. Que ces gens qui viennent nous parler là, vraiment, il faut qu'on va les discipliner. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas qu'ils l'impression, maître, qu'on n'a pas suffisamment aidé le candidat Biya. Quand on est à l'approche de l'élection, on voit 2 ou 3 chantiers lancés rapidement à Yaoundé. Ça piétinait partout, les engins allaient dans tous les sens. On a des chantiers autoroutiers qui sont à l'arrêt, on a 6 à l'arrêt. Est-ce qu'on n'a pas fait aménager un bon pont qui permette que les gens entrent à cette élection-là avec un certain taux de satisfaction, un sentiment de ce que les choses vont bouger? Vraiment, vous voyez, comme vous venez de me poser ces questions, vous voyez, c'est maintenant qu'on va arranger avec les nouveaux faces que les gens vont voir. Parce qu'il y a les gens qui n'ont rien fait. C'est maintenant. Parce que la politique du chef d'État, c'était pour le développement, pour le bien-être des Camerounais, pour faciliter le mouvement, pour faciliter tout. Ceux-là qu'on les a mis, disons, ceux qu'on les a mis, s'ils ne font pas le travail, c'est maintenant
Parce que le chef d'État, ils sont en train de nous écouter. La vérité, c'est maintenant qu'on va mettre ceux qui ne veulent pas travailler, qui veulent travailler pour les propres comptes, qui ne veulent pas travailler pour les Camerounais. Parce que le chef d'État a donné tout moyen. Il a dit, travaillez, je veux que mon pays soit bien. C'est pour ça qu'en 2018, il avait dit qu'il a un plan pour les jeunes. Il a un plan pour les femmes. Et les gens ont massivement voté. Les gens n'ont pas, rien n'est fait. C'était on a voté, mais on n'a rien vu. Et Somba vient de dire. C'est qu'ils amènent, par exemple, moi-même j'ai vu le ministre de la Jeunesse. Tous les gens, c'est dans son village, c'est propre gens. Et ça frustre les autres personnes. Ça frustre les gens. D'accord. Alors, bonsoir. Ce qu'est devenu le Conseil national de la jeunesse. Il est important de noter que ce score reflète la perte de puissance du RDPC par rapport aux éditions précédentes, avec une baisse de plus de 20% par rapport à 2018. Le parti au pouvoir doit prendre conscience qu'il y a un mal-être avec la population et que des mesures claires et précises doivent être prises pour redresser la barre. Cette gestion arrogante pourra causer la perte et la chute de ce parti politique. Il faut repenser la stratégie. Il faut noter que l'opposition camerounaise, c'est l'opposition la plus nulle au monde. Avec un candidat unique, les chances du changement auraient été très grandes. Mais comme les politiciens ne travaillent pas pour le peuple, mais utilisent le peuple pour leur combat, nous nous retrouvons dans cette situation. Nous avons simplement le pays que nous méritons. Axel Zombo, depuis Douala. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Ce score traduit l'effectivité de la démocratie dans notre pays. Voilà. L'opposition fait aussi des avancées. D'accord, c'est clair là-dessus. L'opposition fait des avancées. Bonsoir. Je suis attentivement à votre émission, Le Grand Soir. Je veux dire que battre une campagne électorale présidentielle est une science à définir. Donc le score de 53,66% du président Biya n'est pas une chute, mais plutôt un équilibre électoral contextuel au vu de la démocratie que lui-même, on va attendre, on prendra le partenaire après, que lui-même a permis aux Camerounais d'obtenir ces rappels Bikaï, Biel, Raphaël, tu donnes tout ton nom, Bikaï, Biel, Raphaël, le panel au plateau, voilà, quelles sont les questions, Ibrahim de Boya? On veut les questions là-dessus. Bonsoir. Belle émission et surtout la plus belle de Info TV. Voilà, merci. Dans la partie septentrionale, l'hyper-dégradation des routes, l'oubli des populations sinistrées, la crise Boko Haram, les promesses non tenues, digues de route de Maga par exemple, chemin de Fenga Oundirin Jamena, le rejet des élus inactifs sont quelques raisons qui expliquent les résultats dans la partie septentrionale. Fidèle téléspectateur du Grand Soir, je vous suis depuis Marois. Merci pour cette contribution technique. Il connaît pas aller dans tous les sens. Bonsoir. Jean-Jacques Zé dit effet Tiroma. Je dirais non. Les militants du MRC se sont juste alliés au va-t-en-guerre et non à son projet politique. Et s'il y a des sons dissonants au RDPC, au moins, ça montre qu'il y a une liberté d'opinion dans ce parti, que c'est pas une secte. Le score a montré que l'élection présidentielle était relevée, mais c'est triste parce qu'il y a quelques mois, on parlait qu'on veut des jeunes au pouvoir, mais sur les 5 jeunes, parmi les 12 candidats, les populations ont plutôt choisi vouloir remplacer le vieux par le vieux. Et ça, c'est très triste, c'est ce que vous dites. Bonsoir. Alors, c'est assez long. Mamoudou, depuis Nkozoua, bonsoir sur le plateau. On ne peut pas dire que les manifestations actuelles sont un ras-le-bol du peuple, déjà que de la majorité qui sont interpellés, à peine les 5% sont électeurs et ont voté. Mais ça n'enlève pas le fait qu'il y ait un ras-le-bol ou bien qu'il y ait un mécontentement. Est-ce que ceux qui disent qu'ils veulent le travail, ils ont besoin de voter pour le dire? Et à ce niveau, il y a un indicateur très important. Lorsqu'on voit ceux qui manifestent, les casseurs sont à part et il y a des gens qui sont sortis parce qu'ils ont faim. Ils volent des coques, ils pillent des boulangeries, ils volent des bouteilles de gaz. Ça traduit quoi? La précarité, le mauvais état des conditions de vie. Donc, ils ont juste profité des manifestations pour avoir quelque chose à se mettre sous la dent. D'accord. Alors, j'ai une expérience en 2008, Feu Ateba et Yéné disait, il y a quelque chose qu'on n'a pas analysé. Une fois que les routes étaient barricadées, les jeunes venaient mettre 2 morceaux de briques et de papin pour jouer au football.
Vous savez ce que ça veut dire? C'est que les jeunes n'ont même pas d'espace de jeu. Oui. Ils ne savent même pas où se distraire. Ça manque, et dans un pays, un jeune qui étouffe peut exploser. C'était peut-être pas parce qu'ils avaient faim, mais ils ont commencé à jouer au football au milieu des gars du billet. Ils tapaient le ballon, ainsi de suite, là, pour montrer également. Peut-être que la marche pacifique peut donc apparaître comme une opportunité pour certains de faire du sport sur un espace bien libre. Bon, revenons. D'accord. Revenons. Peut-on parler lorsqu'on voit le bilan de marche pacifique? Bonsoir Gigi Z, c'est une façon de parler, on a compris, et merci pour l'émission qui permet de déconstruire les mauvaises informations. C'est un septennat testament. Le chef de l'État a mis son gouvernement face à ses responsabilités. Depuis 7 ans, le gouvernement est en défiance avec l'institution PRC. Tout semble croire que le gouvernement avait déjà choisi son candidat, Issa Tiroma. D'ailleurs, lui-même le dit, ils ont travaillé dans la majorité à ne pas appliquer les instructions du président de la République en boycottant les aspirations du peuple pour que le 12 octobre, le PRC perde simplement. Le gouvernement, dans sa majorité, s'est engagé à faire tomber son patron politique. Plusieurs ministres auraient financé et battu campagne pour le candidat Issa et savaient que avant le 27 octobre, le système allait tomber et avec lui, son président. Mais malheureusement, le PRC a été informé depuis plus de 4 ans du projet Issa. Mais comme il a l'habitude, il a gardé le silence. Espérons que 53% va lui permettre de mettre sur pied une équipe qui va travailler. C'est Didier, qui revient sur le malaise au niveau du gouvernement. On l'a vu dans la campagne électorale. On ne savait pas qui du RDPC, qui de la présidence de la République portait finalement la candidature du président Biya. Mais c'est aux représentants du RDPC. Vous allez répondre, observateur, et puis vous allez peut-être donner l'information. Peut-être qu'on se trompe. Allons-y. D'abord l'observateur. Mais Jean-Jacques, c'est ce que décrit le peuple. C'est pourquoi... on a vu l'omniprésence du SGPR dans cette affaire. Et moins le secrétaire général du comité central du RDPC. Lui-même allé aux consultations. On l'a consulté. On continue à le voir. Il y a encore quelques heures, on l'a encore vu au palais recevant un illustre ambassadeur. Donc, on mettre le RDPC. Vous allez continuer. Sinon, on va vous perturber. C'est Timothée qui dit que le SGPR lui-même a été consulté par Ngongo. Le Ngongo a consulté le SG, comité central. C'est un peu compliqué. Non, mais on continue à le voir. On continue à le voir aux affaires et c'est justement ce que la population est en train de décrier et continue à décrier. C'est ce que nous décrions tous ici. Ce que nous exposons ici, nous épiloguons et nous justifions les 53,66% du RDPC par le fait des hommes du chef de l'État. Et ces hommes qui n'ont pas fait ce qui était attendu. Mais ces hommes qui sont dans ceux-là qui continuent à gouverner, et la crainte de la population, c'est que cette gouvernance par procuration, cette gouvernance de haute instruction perdue. Et on a vu ce que ça a donné, on a crié sur ce qu'on voyait faire, et la crainte, c'est de savoir que ça risque de continuer, puisque on ne peut pas dire... Mais c'est un témoignage de terrain que vous faites. Nous étions reporters ici sur le terrain, où les gens vous disent qu'on ne veut plus de cette gouvernance par haute instruction. Donc nous faisons tous ici cette révélation de dire, en réalité, la population n'avait pas une fixation sur Paul Biya. Mais le rejet ou le désaveu de Paul Biya, c'est le rejet, le désaveu de sa gouvernance. C'est le rejet, le désaveu de la mise en application de sa politique. Donc, la crainte de la population demeure. C'est pour ça, la crainte demeure, c'est-à-dire que nous avons vu ces gens qui agissent au nom du chef de l'État, qui ont la délégation de signature, d'administration et autres, et qui ne nous font pas satisfaction, qui ne nous donnent pas satisfaction, qui ne font pas ce que nous attendons, et qui au contraire nous narguent, nous insultent, nous piétinent et nous éclaboussent. Est-ce que nous allons continuer avec ce même régime, avec ce même système, avec cette façon de nous gouverner? C'est ça le problème, effectivement. Et c'est là où le mandat commençant bientôt après il est déjà là, mais disons, après la prestation de serment, il y a lieu justement pour celui qui porte ce mandat une fois de plus, de prendre cette expression populaire en compte. Et de savoir qu'il n'est pas rejeté en tant qu'individu. Il est aimé des Camerounais. Mais c'est son casting qui est rejeté. C'est courtisan. Voilà, c'est la gouvernance de ce qu'il a
il y a lieu de faire un tsunami. Disons-le clairement. Il y a lieu de faire disons-le clairement, docteur. Utilisons les mots qui vont avec. Hein. Les gens disent qu'ils ont l'impression, le sentiment que ces 7 dernières années, ce n'est pas Paul Biya qui a dirigé le pays. Oui, Jean-Jacques, justement, c'est le rejet des fonctionnaires. Parce que, voyez-vous, quand on va à une élection, pourquoi un parti politique existe? Pourquoi il y a un leader politique comme Paul Biya? En fait, on fait un diagnostic. Pourquoi on s'engage en politique? Parce qu'on fait un diagnostic de la société dans laquelle on vit. On identifie les problèmes et on propose des solutions à ces problèmes. Voilà la raison pour laquelle on met sur pied un appareil politique qui porte donc une vision de développement, une vision de résolution des problèmes. Quand on les a identifiés, ça signifie qu'on les connaît, ces problèmes. On n'est pas déconnecté. Le problème du RDPC, justement, est de reposer sa campagne sur des personnalités déconnectées des réalités de terrain. Et même quand elle a dû mobiliser sa ressource humaine, qui est supposée être connectée des réalités du terrain, à savoir les élus locaux, ceux-ci ont fait la preuve de leur impopularité et même de leur incompétence. Je vous rappelle que... Les députés qu'on n'a pas vus depuis qu'ils ont pris le mandat. Je vous rappelle que... Ça fait 6 ans, ils ne sont pas là. Justement, certains élus locaux qui portaient la campagne du président au niveau local sont pour la plupart impopulaires et attendent d'être sanctionnés à leur tour. Ils ont simplement bénéficié d'un sursis qui est celui de la prorogation en 2026, sinon certains ne seraient plus en place. Quand on parle des poubelles, des tas d'immondices, ce n'est pas directement de la responsabilité du chef de l'État, c'est de la responsabilité de l'élu local à travers la politique de décentralisation qui elle-même a des problèmes sur le terrain. C'est pourquoi il faut comprendre les 53% comme une sanction sur l'efficacité de l'action publique sur le terrain. Il faut également comprendre que les performances de ceux qui sont chargés de résoudre directement les problèmes des Camerounais ne sont pas à la hauteur. Par exemple, vous parlez de la politique des hautes instructions. Le peuple n'a pas élu un fonctionnaire ou un technocrate. Le peuple a élu un homme politique. Il y a donc un dédoublement fonctionnel. Le président de la République est à la fois technocrate de haut vol, chef de l'État dans le sens du traitement des dossiers sur le plan technique, mais il est aussi un homme politique qui a fait des promesses électorales et qui se doit de les tenir. C'est pourquoi je parlais à l'entame de mon propos de l'évaluation de la politique des grandes réalisations. Des grandes opportunités. D'abord, on a évalué les grandes réalisations. On a un peu Sa Majesté qui devait venir avant l'autre. Donc, les grandes opportunités avant de proposer la politique de la grandeur et de l'espérance. D'accord. On va sortir bientôt de l'émission. Le temps passe très vite. Et comme vous êtes très intéressant, on ne voit pas le temps passer. Alors, est-ce qu'il veut lire ça? Bonsoir Jean-Jacques Zé, le Maurice Kamto du journalisme. Ouais, si vous... Ah, il a fini avec... Il a fini avec, s'il vous plaît, Sa Majesté. Où sont passés vos 4 millions d'électeurs du RDPC clamés avec arrogance et condescendance sur tous les plateaux par vous et vos camarades? Avoir 2 millions sur 8 millions d'électeurs et 30 millions de Camerounais, c'est inquiétant. Où est la légitimité, Steve de Douala? Ça vous permet de rebondir sur la question qui était posée sur ce RDPC-là, sur la gouvernance par procuration, les hautes institutions et autres que le peuple semble avoir rejeté. Et ça semblait être la gouvernance du président Biya les 7 dernières années. Ah, c'est à moi directement que vous posez la question. Oui. Ok, pour répondre à cette préoccupation, non, je crois qu'en démocratie, lorsque nous allons à une élection, il s'agit essentiellement de prendre en considération ceux qui expriment valablement, n'est-ce pas, leur suffrage. Ceux qui expriment valablement leur suffrage, ils parlent au nom des autres. C'est la raison pour laquelle le nombre de ceux qui ont exprimé le suffrage est suffisant, n'est-ce pas, et peut-être certainement représentatif, dès lors que les citoyens camerounais se sont exprimés et la majorité a choisi le président Paul Biya. C'est donc à ce moment, il n'y a pas de problème. C'est la légitimité, c'est la légalité. Donc maintenant, en ce qui concerne, je crois qu'il n'a peut-être pas pris l'émission, il a peut-être pris l'émission en cours de route. Nous sommes appesantis sur le fait que sur les 4 millions 5 qu'il y avait dans le sommier du RDPC, il y a eu un certain nombre d'abstentions
il y a eu un certain nombre d'abstentions. Encore qu'on a ajouté hier avec l'un de vos représentants qu'il faut également compter les gens de l'OGRDPC qui ont moins de 20 ans. Voilà, tout ça donc. Qu'on ne faut pas prendre 4 millions. Là, ça répond effectivement à sa question. Par contre, j'ai bien suivi, n'est-ce pas, les propos du reverend pasteur Paco et de Stéphane Zanga, à une mesure divine. Je crois qu'on n'organise pas ici, il ne faut pas organiser. Ce n'est pas votre droit d'organiser un procès contre, n'est-ce pas, les collaborateurs du président de la République. C'est des observations. Hein. Oui. Donc, et on relaie ce que le peuple tout à fait. dit, ce qui se dit. Oui, tout à fait. Donc on n'organise pas un procès contre eux. On laisse effectivement au président Paul Biya la liberté de choisir qui sont ses collaborateurs. Sauf que Timothée a dit qu'est-ce que c'est toujours la bonne information qui remonte chez le président. Non, je crois que le président... Il peut, à travers cette émission, avoir... le président Paul Biya, il est extrêmement informé. Il est renseigné sur tout ce qui se passe. Et il connaît certainement, n'est-ce pas, il sait exactement comment est-ce que les Camerounais se sont... Les citoyens, il n'a pas vu Thierry se sont présentés. Si, il a vu Thierry venir. Mais nous sommes en démocratie. Oui, nous sommes en démocratie. En démocratie, on n'étouffe pas. D'accord. En démocratie, on n'étouffe pas les gens, on laisse. Je vous ai dit que le principe en démocratie, c'est la liberté. Et que nous, du RDPC, du moins, nous aimons la liberté et nous laissons qu'il y a plein de messages qui arrivent dans ce laisser-là. Pourquoi vous n'avez pas laissé Maurice Kamto qui puisse effectivement s'exprimer. Bien que nous soyons en démocratie, il y a des règles qu'il faut respecter, tout simplement. Oui, il y a des règles qu'il faut respecter. Majesté, ce que nous disons ici, encore une fois de plus, nous faisons pas nous exprimer. C'est pas un procès, c'est des opinions que nous portons. Mais ce que nous disons ici est intéressant pour ceux-là même qui sont concernés. D'ailleurs, on dit qu'ils se sentent mauvais se bouche. Donc, s'ils nous écoutent, c'est à leur avantage également d'avoir ce réflexe. C'est l'image que le miroir leur envoie. Tout à fait. Donc, ils doivent se mirer à cette image-là. Voilà, votre message n'est pas... Je ne néglige pas votre message. Et le top management de la République ne néglige pas votre message. Vous comprenez un peu. Donc, c'est un message que tout le monde comprend. Mais je dis qu'il y a des réserves que nous amenons. Et maintenant, nous laissons la possibilité. Vous qui avez le droit de réserve. Oui, ils n'en ont pas. Oui, nous avons le droit de réserve. Nous laissons, n'est-ce pas, la liberté et le pouvoir discrétionnaire au président Paul Biya de choisir ses collaborateurs, de voir quel est le gouvernement qui convient à ce que le peuple a dit. Mais quand nous sommes interpellés, à notre chef, donc voici, merci. Nous restons disponibles. On n'a plus que nous restons disponibles à accompagner, n'est-ce pas, notre président sur toutes les options qu'il prendra. D'accord, dans cet accompagnement-là, il y a 2026 qui arrive. Est-ce qu'il y aura un reflet de 53% sur 2026 qui arrive? Bon, je vais chuter en répondant à cette question. Vous avez 2 minutes exactement. J'aimerais juste dire que vous ne pouvez pas être un bon ministre dans le gouvernement et vous perdez l'élection. Non. Parce que l'élection, c'est le moment où on évalue l'action gouvernementale. Et vous avez observé qu'il y a un autre problème. C'est que le RDPC fonctionne avec des investitures et des cooptations au comité central. Oui. On venait de coopter. Ça a été contesté. Les investitures ont créé une scission entre la base qui veut des hommes populaires et des individus qui ont l'investiture au comité central. Ça pose un réel problème. S'il faut revenir aux gouvernants, je prends le cas des sociétés publiques. On ne sait pas comment on recrute dans les sociétés publiques. Qu'est-ce qui empêche tous les directeurs généraux d'ouvrir les postes, de lancer des concours pour le recrutement à la Sonara, à la SNH et autres? C'est ce que le chef de l'État demande. Mais personne ne sait comment on fait pour travailler à la SNH. C'est un problème. Ça crée des frustrations. Et quand vous regardez ceux qui sont là-bas, vous vous rendez compte que c'est encore les mêmes noms. C'est les fils de terre. C'est une somme, un sigma de frustration qu'il faut à tout prix remédier. Maintenant, la question de 2026. 2026 aura une différence. C'est que ce sera enfant du village contre enfant du village. Ce n'est plus national. Donc, les plus représentatifs, les plus populaires. Le risque va être sur l'enfant du village investi et l'enfant du village choisi par la communauté. C'est pour ça que j'ai commencé par les investitures querellées. Il faudra à tout prix travailler avec des gens qui sont populaires et qui sont en même temps de bons technocrates. Parce qu'aujourd'hui, il y en a. Ce n'est pas seulement le hoye. Non, c'est le hoye, ça doit s'arrêter. Mais l'opposition va prendre un coup. Parce que quoi qu'on dise, le mythe de l'impossibilité de la candidature consensuelle est tombé.
Tiroma a presque fait chorus. Et on voit. Sauf que en 2026, Tiroma MSC, il y aura scission. Ouais. Tiroma UPC, il y aura scission. Tiroma et autres, il y aura scission. Chacun va donc retourner à la case départ. Et c'est là où on va voir le vrai poids politique de chaque parti d'opposition. D'accord. J'ai gardé le dernier pour la fin et pour moi-même, parce que l'exemple de l'affaire des bikinis en début d'émission a permis que j'appelle très vite Plante de Vie pour qu'il vienne nous parler des choses de la vie avant qu'on ne clôture totalement l'émission. Je voulais d'abord saluer M. Zé et depuis Meyome Sala. Il dit que chez nous ici, à Meyome Sala, vous voyez pourquoi je lis ce message, Meyome Sala, tous les conseillers municipaux sont des fonctionnaires qui ne résident pas, qui ne sont pas résidents ici. Voilà donc les problèmes des militants. Bonsoir le plateau, Zé depuis Meyome Sala. Ça vient de Meyome Sala que tous les conseillers municipaux sont des fonctionnaires ailleurs. Ils ne résident pas sur la base. Mais nous parlons des organes de base. Plan de vie. Bonsoir. Les organes de base, nous sommes là cet après-midi pour redynamiser les organes de base pour ces messieurs-là, pour ces dames-là qui ont les problèmes d'ordre sexuel, pour ces messieurs-là qui ont les problèmes de faiblesse sexuelle, éjaculation précoce et même parfois de perte du désir du fait qu'ils travaillent beaucoup, du fait qu'ils sont très occupés et qu'ils n'arrivent pas à satisfaire sexuellement leurs dames. Et même les dames-là qui ont les problèmes de sécheresse vaginale, on a mis sur pied le produit King Fimic 24, la solution qui vient vous apporter les solutions de manière naturelle. Jean-Jacques, si tu me le permets, je vais un peu m'appesantir sur le produit Open Sex parce que toute cette semaine, les gens m'ont longtemps interpellé là-dessus. Open Sex. Donc, comme ils sortaient beaucoup de la maison, ils étaient tous sur place. Ils ont pensé. Forcément. Ah, d'accord. Le confinement. Le produit Open Sex est donc ce produit-là qui permet à tout homme qui a un petit appareil génital, bien un micro-appareil génital, d'avoir une taille selon sa convenance et comme il le souhaite. Nous avons nos micro-formats sur le marché. Il y a le grand format qui augmente entre 4 et 6 centimes d'augmentation. Il y a le moyen format qui augmente entre 2 et 4 centimes d'augmentation et le petit format qui augmente entre 1 et 2 centimes d'augmentation. Rassurez-vous, c'est le même produit, c'est juste les quantités qui diffèrent. Donc, n'allez pas croire que le grand format est plus efficace que le petit ou bien que le moyen. Non, c'est le même format parce que plus on utilise le produit, plus ça va augmenter. J'exhorte encore les parents qui nous regardent cet après-midi que, chers parents, évitez la circoncision précoce. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent ou bien qui viennent me voir pour me dire que, mais attends, donc, tu veux défier Dieu. Donc, si Dieu m'a donné un petit appareil génital, donc toi, tu vas venir dire ça. La question que je pose, c'est que, est-ce que tu t'es renseigné l'âge à laquelle on t'a circoncis? Dès que tu me réponds, je dis que non, forcément, il y a un problème. Alors, essayons de voir comment on va trouver une solution. Parce que la plupart des personnes qui ont un petit appareil génital sont victimes de la circoncision précoce. Et quand je le dis, je ne le dis pas pour m'attaquer à la culture, ou bien aux coutumes, ou bien aux us et coutumes des uns et des autres. Non, je parle pour sensibiliser les uns et les autres. Je prends toujours la comparaison avec l'excision. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que l'excision, elle n'est pas bonne. Alors, si nous sommes tous d'accord que l'excision n'est pas bonne, soyons tous d'accord que la circoncision précoce n'est pas bonne. Parce que, chers parents, voilà la cause principale. J'insiste là-dessus que c'est la cause principale du petit appareil génital. Cher monsieur, à côté du fait qu'on puisse augmenter la taille et le volume de votre appareil génital, vous qui avez le problème de reprise lente, nous avons le produit King Tapé Tapé qui est disponible. D'accord. King Tapé Tapé qui est disponible. Monsieur, on vous dit merci. Du côté de Yaoundé, s'il te plaît, Jean-Jacques, du côté de Yaoundé, les contacts que nous avons, on répond au contact le 698 18 03 34, 698 18 03 34. Le côté de Douala, c'est le 695 24 24 31, 695 24 24 31, ou encore le 676 32 31 32. Plan de vie ouvert tous les jours. Merci les Makouma pour cette participation. On vous dit merci monsieur d'être venu à l'émission. Nous rappelons ce qui a ouvert cette émission, l'appel à la paix. Et toutes nos félicitations à Maître. Oui, merci beaucoup. Toutes nos félicitations pour j'ai un mot encore à dire à la population. Oui. La population, parce que nous tous,
ce pays, c'est un pays pour nous tous. Oui. Il ne faut pas qu'on manipule les jeunes, parce que les jeunes sont très sensibles. Je rappelle aux jeunes et les mamans, parce que c'est les mamans qui encadrent les jeunes, que prêchez, regardez vos enfants, parce que j'ai vu beaucoup des enfants sont sortis, beaucoup c'était les mineurs, et beaucoup c'était les Tchadiens, j'ai vu aussi les étrangers en route. Ce n'est pas que j'ai dit la vérité, il y avait les Tchadiens, les Centrafricains. À Mandjou, c'est beaucoup de Centrafricains. Oui, les Centrafricains et les Tchadiennes. Et je veux leur dire qu'il faut qu'ils se méfient. Le Cameroun, c'est un pays des droits. Et j'ai dit aussi aux forces de l'ordre, je les apprécie pour les professionnalistes, la gendarmerie, la police et l'armée. Vraiment, j'ai vu les enfants jeter les cailloux. J'ai demandé à un enfant que si vous marchez en route, quelqu'un vous gèle, il vous pète sur le, vous allez faire quoi? Il a dit qu'il va tuer la personne. Mais j'ai vu, oui, il a dit qu'il va tuer, vous ne pouvez pas marcher, les gens vous jettent le caillou. On pille, on vole. D'accord. Ça, c'est le vol. Alors, donc, je leur prie que je veux la paix au pays. Pardon. On les pardonne. Ils ne font plus ça. Les Camerounais ont vu, on les pardonne. D'accord. Donc, ils deviennent responsables. Merci, maître. On met la paix. Merci, maître. Nous restons, comme Samachis l'a dit, en pleine démocratie. La contestation est démocratiquement correcte, mais ce sont ces cas et ces violences qui ne relèvent pas du tout de la démocratie. Vous n'êtes pas content, vous êtes dessus, vous avez le droit de revendiquer, de contester, mais personne n'a le droit de casser, encore moins de ôter la vie. Bonne soirée.